Je demande donc à nos invités de me rejoindre sur scène pour discuter donc maintenant de cette thématique du bien manger, manger bon, les interconnexions avec évidemment toutes ces questions qui nous intéressent, des sols, de l'écologie, de la santé. Voilà, alors installez-vous bien, vous pouvez même commencer à vous servir un petit verre si vous voulez pour vous désaltérer. Voilà, je fais le service aussi en même temps. Voilà. Ça va Jocelyn, vous êtes bien installé? Vous n'avez pas trop de plantes dans la tête? Très bien. Alors, on va faire les présentations. On est parti pour 1h15, 1h30 de discussion, puis ensuite vos questions, évidemment, dans la salle. Jocelyn Marie, donc vous êtes à ma droite. On vous retrouve, vous qui êtes, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, le chef et le propriétaire du restaurant La Table de Colette, qui se trouve donc bien à Paris. Hélène Soublet, vous êtes docteur vétérinaire et directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. À votre droite, Pierre Veille, ingénieur agronome, docteur en biologie qu'on retrouve, biologie santé. Vous êtes membre de l'Académie d'agriculture de France. À votre droite, Bernard Chevassiot-Louis, vous êtes biologiste, docteur en sciences et président d'Humanité et Biodiversité. Et enfin, Nicolas Chaban, vous êtes le fondateur de C'est qui le patron? C'est la marque du consommateur. D'ailleurs, vous pouvez nous en dire un petit mot, c'est quoi exactement? C'est qui le patron? C'est une aventure créée par des consommateurs. Moi, j'étais au départ initiateur avec Laurent Pasquier quelques-uns. Et c'est devenu, et c'est pas pour les podiums qu'on le dit, hein, puisque c'est une coopérative. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent dans la salle. Il n'y a pas d'enjeu financier, il n'y a pas en fin d'année, il n'y a pas de dividendes, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de banque. Il y a eu un tel succès qu'on s'est retrouvé libre dans cet environnement de faire uniquement des produits pour aider les producteurs, pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Donc je suis le témoin, souvent celui qui parle, mais on est 15 millions en France, avec cette force du bon sens collectif et de la bienveillance. Et je suis beaucoup moins technique mais je vais pouvoir témoigner de ce que nous, consommateurs, dans l'aventure, après vous nous direz si vous êtes d'accord avec ça, on pense quand même pouvoir faire évoluer. Puisque rappelons une chose, c'est que les produits dont on rêve, il faut déjà qu'ils soient en rayon et en vente pour qu'on les achète, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et ensuite, on a le pouvoir absolu, l'argent dans nos poches, pour dessiner ce monde qui nous entoure mécaniquement. Voilà. Et donc, le principe, c'est quoi, qu'on comprenne bien? Alors, le principe, c'est on s'est rassemblés en tant que consommateurs. On a vu des producteurs dans le lait, je fais un exemple concret, hein, ils perdaient 120 € par jour. On a rencontré des gens un jour en 2016, Martine Darbon, me disent nous, on est payé 20 centimes du litre, on ne maîtrise pas notre prix et notre rémunération. On perd 120 € par jour, du lundi au dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pas de week-end, samedi, dimanche, lundi, mardi. Enfin, la vie d'un agriculteur, c'est extraordinaire. Ça devrait être tellement aidé et soutenu. Et là, on s'est dit, mais combien il vous manque par litre de lait? Question toute bête. On a découvert 8 centimes par litre pour que le producteur de lait en France vive de son métier. 8 centimes à rajouter. Deuxième question qu'on s'est posée. Combien on boit de litres de lait pour ceux qui en boivent? 50 litres par an et par habitant. Et là, on s'est dit, attends, 4 € par an pour que la vie de ceux qui nous nourrissent à l'autre bout change. Et c'est comme ça, sans étude de marché, un peu émotionnellement, qu'est née cette aventure, qui est depuis devenue, je l'ai dit à table tout à l'heure, mais ne voyez pas ça pour les chiffres, c'est pour l'espoir que ça représente pour la suite. C'est devenu la marque nouvelle la plus vendue en France depuis 10 ans. C'est-à-dire cette marque qui ne propose que des produits solidaires, que sans doute beaucoup ne connaissent pas dans la salle. C'est le lait le plus vendu de France, hors MDD, c'est les 2 beurres bio les plus vendus de France. Et ça, on le trouve où alors? Dans tous les magasins? Dans les supermarchés, puisque on aurait bien aimé contourner, essayer de faire du direct, mais quand les familles, pour finir, à qui manquait cet argent tous les jours, les producteurs de lait, nous ont dit il nous reste 2 mois à vivre. Ils ont rajouté, on a 26 millions de litres de lait à vendre par an. On s'est dit, la vente directe, ça va être compliqué. Donc on a demandé à la grande distribution de s'emparer du sujet. Mais pour la première fois, on a posé une brique de lait en disant, vous ne négociez pas,
nous les consommateurs, ceux qui achètent au final vous disent qu'à ce prix-là, on va l'acheter, on a sanctuarisé la rémunération du producteur, laissez-nous faire. Et alors là, il y a des acheteurs dans les magasins Leclerc qui étaient très énervés parce que, mais attendez, je ne fais pas mon métier, moi je suis là pour négocier. Pourquoi vous voulez négocier si on vous dit, nous consommateurs, que voilà. Et je finis là-dessus. 5 millions de litres de lait rêvés en première année. Voilà, c'était le rêve secret de Carrefour nous avait dit, pas de pub à la télé, pas de commerciaux, 5 millions maximum. Le bouche à oreille, la magie de notre bon sens, de notre bienveillance s'empare du sujet. Fin d'année, 33 millions de litres. Donc il y a la possibilité de croire que quand on est au courant concrètement de ce qui est derrière un produit, qu'il y a des enjeux vérifiables, je pourrais vous en dire un mot, on est capable de changer plus vite que n'importe quelle disposition politique, philosophique ou scientifique, peut-être, les choses. Et ça marche avec d'achat pour changer le monde. Ça marche avec plusieurs produits rapidement. 22 produits. Aujourd'hui, à chaque fois qu'un producteur nous appelle, vous avez fait le lait, moi il me manque 9 centimes par kilo de pommes, j'arrache mes arbres parce qu'il me manque 9 centimes. Ça faisait 1,60 € par an, on a fait un jus de pomme, puis on a fait un fromage blanc, on a fait un beurre avec bleu blanc cœur, voilà. On a un peu spontanément et naïvement, il n'y a pas d'études de marché chez nous, il n'y a pas de marketing, on n'est pas une start-up, on n'est pas une entreprise, on est une espèce de famille de gens qui, ayant compris que l'argent était dans la poche des citoyens, dit, voilà, faites-nous des produits, protégez les producteurs. Et après, il y a peut-être un pont entre cette aventure et celle dont vous parlez bien. C'est que si demain, vous savez nous faire des produits qui, en plus, font très attention aux impacts santé environnementaux, la grande question, c'est, il faut être sûr que c'est bien le cas, mais ça, vous savez le faire. Et deux, il faut les trouver en rayon. Nous, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas plus de produits comme ça qui sont capables d'être achetés par cet argent pas facile à gagner qu'on a dans nos poches. Alors, on pourra rebondir évidemment sur cette discussion dans un instant. Jocelyn Marie, j'aimerais commencer aussi avec vous, puisqu'on vous a entendu tout à l'heure, vous qui défendez l'idée que bien manger, c'est d'abord végétaliser l'assiette et cuisiner l'intégralité du produit. Pourquoi est-ce que c'est central dans votre démarche en fait? Comment c'est arrivé, vous, dans votre parcours, cette prise de conscience? C'est vraiment l'arrivée de mes enfants qui m'ont fait un électrochoc en me disant que finalement, qu'est-ce que je vais laisser, quelle terre on va laisser à nos enfants. Je crois que c'est Saint-Exupéry qui dit qu'on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, mais qu'on l'emprunte à nos enfants. Et finalement, c'est cette question-là qui me taraude tous les jours en se disant quel produit acheter pour laisser le moins d'empreintes possible, quelle recette faire pour émettre le moins de carbone, et quel producteur choisir pour donner la meilleure du goût, surtout. Donc vous aviez une affinité écologique aussi au départ? Un peu, mais c'est surtout, j'ai eu une formation très gastro au départ, et puis finalement, c'est de me dire, avec le savoir-faire que j'avais, comment je pouvais faire pour transmettre ce savoir-faire à une cuisine plus écolo, quoi. Pierre Veil, vous insistez sur la densité nutritionnelle des aliments comme reflet aussi de la santé de nos sols. Comment cette approche change notre manière aujourd'hui d'évaluer un aliment exactement ? C'est une hypothèse. Si j'élargis un petit peu le cadre, le changement d'attitude, si on a longtemps misé sur la réglementation, le marché du carbone, etc., pour dire que la transition allait se mettre en route grâce à ça. On se rend compte que c'est pas si facile que ça. Il faut qu'il y ait une désirabilité pour les aliments. Nicolas parle de l'éthique, du besoin qui marche, qui touche les gens. Mais je parlais de ce qu'on fait à la chaire à Rennes, on fait de l'économie expérimentale. C'est pas les panels où les gens viennent dire je veux manger bio, local, de saison, puis après vont acheter du Nutella en promo. Les gens sont payés à des méthodologies assez fortes, et on se rend compte que on avait fait une méta-analyse de 80 études en économie expérimentale sur les produits alimentaires au sens large. La disposition à payer pour la durabilité, elle est quasiment nulle. Elle existe chez des gens qui ont fait beaucoup d'études et qui ont des moyens, sauf s'il y a un bénéfice individuel, parce qu'on est fait comme ça. Bastien évoquait le corps et le cœur. Moi, tout à l'heure, je parlais du savoir et de la saveur. La saveur, c'est plus fort que le savoir pour les changements de façon de consommer, de manger, de faire ses repas. Et donc, on s'est intéressé à
densité nutritionnelle des aliments en disant, d'abord, il y a beaucoup de rationnels pour dire que la densité nutritionnelle, la quantité d'antioxydants, de molécules d'intérêt d'une plante, elle dépend de la vie du sol. Ça a été évoqué plusieurs fois, on parlait de l'ergothionéine, des oligoéléments, etc. Si le sol fonctionne bien, on va retrouver quelque chose de bon, de dense dans les aliments. C'est intéressant, c'est une boussole pour le producteur, donc ça peut permettre un changement de paradigme, d'avoir des objectifs de production très mesurables. Mesurer la vie d'un sol, c'est compliqué. Quand on en parle aux agronomes de l'université, ils nous disent qu'il y a entre 100 et 1000 critères. Bon, c'est compliqué. Si on dit on mesure la densité nutritionnelle et il y a des outils qui savent le faire, ben ça fait une boussole. On peut orienter la façon de produire, mais on peut aussi orienter la façon de consommer. Parce que si c'est bon pour moi, et puis tout à l'heure dans l'intervention de début d'après-midi, c'est aussi un rationnel fort pour dire que le savoir et la saveur, c'est aussi la construction de la saveur, ça se fait aussi avec tous ces éléments qui viennent du sol. Et s'il y a du goût, s'il y a de la santé, il y a des bénéfices individuels, et ces bénéfices individuels qui tournent autour, qui viennent de la densité nutritionnelle, ça peut être des moteurs formidables pour des changements d'attitude d'achat. Cette connaissance du sol, en fait, il y a énormément de lacunes sur la question, et de la part même d'une partie du monde agricole, ce qui paraît quand même assez étonnant. Est-ce qu'à votre avis, il y a aussi quelque chose à faire à ce niveau-là pour reconnecter aussi ceux qui travaillent les sols et ce qu'ils ont sous les pieds? La reconnexion, je crois qu'elle est en train de se faire. On a longtemps, moi quand j'étais étudiant à l'agro, les cours de pédologie ne me passionnaient pas, mais les cours de fertilisation semblaient beaucoup plus concrets. Parce que la chimie, c'est finalement plus simple que la biologie. C'est compliqué la biologie, on fait des manips des fois, on mesure des choses sur des tomates, ça marche une année, ça marche moins bien l'année d'après, ça marche mieux. C'est compliqué la biologie. Et la vie d'un sol, c'est compliqué, mais je vois des changements vraiment. Dans Bleu-Blanc-Cœur, il y a un conseil d'administration, une gouvernance avec des paysans qui étaient, quand on parlait de nos cahiers des charges et de leur évolution avec la vie du sol il y a 5-6 ans, et ils se moquaient de moi en disant c'est pas de l'agroécologie, c'est de l'agrotourisme. Bon, et ben on a refait les mêmes interventions il y a quelques mois. Bastien était venu et en avait parlé, et le gars à côté de moi qui parlait d'agrotourisme à la place de l'agroécologie me disait, tu sais, c'est un gars du Lot, il est sympa, et l'accent me dit, tu sais, moi avant je faisais du maïs, c'est simple, tu mets de l'eau, tu mets de l'azote, tu mets la semence et ça pousse. Sauf qu'aujourd'hui j'ai plus d'eau. Ils ont ça, donc il y a tout un tas de choses qui changent parce que en première ligne de ces changements de climat, du sol, de l'utilisation de l'eau, c'est quand même les agriculteurs. Donc tout ça est en train de se faire, on manque de données, on manque de moyens de mesure, je pense. C'est compliqué, encore une fois, la biologie, c'est compliqué. Et si moi je pousse avec mes collègues sur cette mesure de la densité nutritionnelle, c'est parce que si l'hypothèse est bonne, si le rationnel se confirme, on aura une boussole formidable, à la fois pour le paysan, parce que c'est la vie du sol qui va amener à la plante tous les éléments dont elle a besoin, et puis parce que, on l'a dit tout à l'heure, côté mangeur, ça peut entraîner un changement d'attitude dans les achats. Justement, Hélène Soublet, le choix alimentaire de chacun de nous, il a des impacts énormes, évidemment, sur l'eau, sur les écosystèmes, sur la biodiversité, évidemment sur notre santé. Manger bien, donc ça ne concerne pas justement notre santé individuelle, il y a toutes ces interconnexions, et ça c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, je crois. Oui, alors plus précisément, en fait, c'est les travaux que font les scientifiques aujourd'hui au niveau international. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de local, mais il y a aussi des choses qui se passent à l'international. Et là, en l'occurrence, l'équivalent du GIEC. Alors, c'est vrai qu'on l'appelle souvent le GIEC de la biodiversité, mais cette plateforme a aussi un petit nom. Elle s'appelle LIPBES. Et donc, cette plateforme, en fait, elle travaille sur les interconnexions et les intersections plutôt entre divers enjeux humains. En essayant de répondre à une question simple, c'est comment est-ce que je peux trouver des solutions qui me permettent, lorsque je traite un problème, de ne pas faire trop de mal pour d'autres enjeux humains. Et donc il y a beaucoup d'enjeux humains, on peut se référer aux 17 objectifs de développement durable, donc eux ils ont décidé d'en prendre 5, donc ils ont considéré la biodiversité, comment est-ce que je peux protéger la biodiversité, le climat, la santé, l'alimentation, et donc c'est là qu'on retrouve le système alimentaire et l'eau. Et en fait, en se disant, si j'ai
une solution, par exemple, qui concerne l'agriculture ou le système alimentaire, il ne faudrait pas que cette solution dégrade d'autres enjeux comme la biodiversité, l'eau, la santé. Et on a vu aujourd'hui beaucoup d'exemples qui montraient que voilà, quand l'agriculture en fait, se donne cet objectif unique qui est de produire en quantité, et bien finalement, on a ce qu'on appelle des externalités. On va polluer, et donc on va dégrader, par exemple, la qualité de l'eau, même la quantité de l'eau. On va dégrader les sols. Avec la dégradation des sols va venir un certain nombre de problèmes, puisqu'en fait, on va dégrader le fonctionnement de l'écosystème. Le sol, c'est quand même un peu la base de cet écosystème. On va détruire les organismes qui peuvent réguler les ravageurs des cultures. On va détruire les pollinisateurs qui peuvent polliniser et donc augmenter la qualité et la quantité d'alimentation. Donc en fait, les chercheurs ont essayé de se dire est-ce que je peux trouver des solutions qui ne soient pas trop mauvaises pour les 5 enjeux en même temps. Et donc, et ils en ont trouvé. Je ne sais pas si j'aurai le temps de détailler là tout de suite. Mais bien sûr, faites-le. Voilà. Donc ils en ont trouvé. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé en regardant quelles étaient les solutions qui étaient proposées dans la littérature scientifique, ou dans le cas de l'agriculture, ils ont regardé quelles étaient les solutions que les 127 pays qui se sont réunis à l'ONU dans le sommet de l'alimentation avaient sur la table. Ils les ont analysées. Et avec 10 critères, et dont un des critères, c'était est-ce que cette solution apporte des effets positifs sur les autres enjeux, donc qui ne sont pas les enjeux agricoles. Et ils ont trouvé 16 solutions. Donc, on peut se dire c'est pas beaucoup, mais c'est quand même déjà pas mal. Et parmi ces 16 solutions, il y a par exemple l'agroécologie, il y a la restauration de la santé des sols, restauration des écosystèmes intacts ou absence de dégradation de ces écosystèmes intacts, donc que le système agricole en fait contribue à ne pas dégrader, par exemple, le reste de la forêt amazonienne, le reste de la forêt du bassin du Congo, où on peut avoir des formes d'agriculture qui peuvent, pour certaines pratiques, être assez destructrices. Et donc, ces 16 solutions, en fait, ils les proposent. Ils les proposent à qui? Ils les proposent aux États. Et donc, et je pense que nous, la responsabilité individuelle, c'est d'interpeller nos États, parce que ces solutions, elles sont disponibles, elles sont compréhensibles, même si c'est des scientifiques qui les ont écrites, et elles sont transparentes. Donc, c'est-à-dire les scientifiques expliquent comment elles ont été choisies, pourquoi elles ont été choisies, et les bénéfices qu'elles apportent à la santé, à la biodiversité, à l'eau et au changement climatique. Et donc, je pense qu'on peut s'approprier ces solutions quand on est un État, et on peut modifier les réglementations, essayer de modifier aussi les comportements des consommateurs pour que la transition du système agricole se produise, puisque si on considère juste la biodiversité, moi je m'occupe un peu plus de biodiversité que de climat ou d'eau, si on considère juste la biodiversité, le système alimentaire, c'est plus de la moitié des impacts sur la biodiversité. Donc il faut qu'on s'occupe en priorité de ce système alimentaire. Parmi tous les secteurs, c'est le secteur le plus impactant, et il va impacter de différentes manières. L'IPBES, donc toujours cette même plateforme, a défini qu'il y avait 5 pressions principales sur la biodiversité, donc qui sont d'abord le changement d'usage des terres, donc je vais transformer les écosystèmes en autre chose, par exemple en une prairie ou un champ cultivé. C'est le changement climatique, évidemment, quand j'émets des gaz à effet de serre, ça impacte la biodiversité. La pollution, on sait très bien que l'agriculture est quand même un des pourvoyeurs principaux de pollution. Le prélèvement de la biomasse, c'est-à-dire je vais extraire en fait des écosystèmes de la biomasse pour les besoins humains, mais cette biomasse-là, en fait, elle est plus disponible pour les autres êtres vivants. La pêche, par exemple, c'est vraiment la caractéristique. Et puis, je vais aussi favoriser les invasions biologiques, parce qu'en dégradant les écosystèmes, je détruis ou je dérégule ces écosystèmes, et je favorise en fait des émergences d'autres espèces qui vont proliférer parce qu'il y a un déséquilibre, et que ces espèces, en fait, elles sont aussi là pour résoudre ce déséquilibre. De toute façon, les autres ont été détruites par des activités humaines. Et donc, ces 5 pressions, en fait, l'agriculture, elle coche les 5 pressions. En plus, donc il y a quelques activités qui n'en cocheraient qu'une, mais l'agriculture coche les 5. Donc c'est pour ça que c'est important de s'occuper de l'alimentation aussi, si on veut être en bonne santé, avoir de l'eau de bonne qualité, etc. Parlons concrètement de la France, par exemple, par rapport à ces propositions-là qui sont faites. À qui sont-elles proposées et qu'est-ce qu'on en fait, in fine? Alors, en fait, à l'IPBES, c'est comme au GIEC, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'États. Voilà.
Alors, il n'y a pas de contrainte, ce ne sont pas des mesures qui sont prescriptives, hein, c'est juste des recommandations scientifiques. Mais l'avantage quand même par rapport à des simples recommandations scientifiques, c'est que les scientifiques travaillent pendant un certain nombre d'années, notamment ce rapport-là qui est sorti en décembre 2024, qui s'appelle le rapport Nexus. Il a été publié en décembre et ensuite il fait à peu près 600 pages en anglais, donc c'est vrai que c'est assez abscon, s'approprier ça c'est difficile, mais il y a des plénières de cette plateforme et pendant cette plénière, les États négocient ligne à ligne un résumé de ce rapport, donc, qui s'appelle le résumé pour décideurs. Donc le résumé pour décideurs, il fait 50 pages. La France fait partie de ces États, donc la France a approuvé le résumé pour décideurs et en fait, l'avantage de ce résumé pour décideurs, c'est que c'est le socle minimal politique de ce qui est acceptable par les États et qui devient en fait une base commune sur laquelle on peut commencer à travailler. Donc maintenant, en fait, il faut demander des comptes aux États parce que une fois qu'ils ont accepté ça, comme c'est pas prescriptif, ils peuvent faire l'inverse en fait de ce qu'ils ont signé. Hein. C'est quand même un engagement, c'est une sorte d'engagement tout de même hein, de ces résumés pour décideurs de l'IPBES et ils sont opposables en ce sens-là. Je voudrais juste vous faire rebondir, peut-être Bernard Chevassiot-Louis, avant de vous poser une autre question, mais depuis cet après-midi, on s'adresse beaucoup aux consommateurs. Vous venez de le faire également, il faut qu'on change notre façon de consommer, il faut qu'on ait une autre vision de notre système alimentaire, etc. Mais est-ce qu'au fond, on ne fait pas peser beaucoup trop de choses sur le poids individuel des personnes, alors qu'on voit bien que rien ne changera tant que les États ne prendront pas des décisions beaucoup plus ambitieuses en réalité. Donc j'aimerais juste qu'on clarifie un petit peu ce point-là, parce que je trouve qu'on exige finalement beaucoup de choses de nous, hein, en tant qu'individus, encore une fois. Ben, j'aurais tendance à répondre que je suis tout à fait d'accord avec vous. Autrement dit, que c'est une tendance dans laquelle appeler le consommateur ou le producteur d'ailleurs à une certaine vertu, c'est effectivement se défausser des politiques au sens strict du terme. Je vous prends juste un exemple. En 2017, il y avait un régime d'aide à l'agriculture biologique qui avait deux facettes. Une aide à la conversion, permettant donc de compenser la perte de revenus pendant la période de conversion, et une aide au maintien. Un ministre de l'Agriculture a décidé de supprimer l'aide au maintien. Le résultat a été assez immédiat, c'est-à-dire que, d'une part, effectivement, les gens qui étaient déjà en agriculture biologique ont vu leurs revenus descendre, et d'autre part, les gens, sachant qu'il n'y avait plus d'aide au maintien, ont laissé tomber la conversion et se sont déconvertis. Donc ça veut dire qu'effectivement, cette dimension des politiques publiques, je vous prends un autre exemple, on parle beaucoup des phytosanitaires depuis toute la journée, cet après-midi. Si on regarde effectivement quelle a été l'économie de produits phytosanitaires faits par les agriculteurs en leur disant, éventuellement avec un peu d'argent, il faut que vous soyez vertueux, il faut consommer moins. Le résultat, c'est qu'on ne voit rien. Ce qui a baissé, c'est les pesticides qui ont été interdits par les agences de sécurité sanitaire. Autrement dit, il y a des politiques publiques de santé qui ont dit tous les produits qui sont cancérigènes, mutagènes et autres sont retirés du marché. Et donc, en fait, on voit bien effectivement que la politique de sécurité sanitaire a réduit une partie de l'utilisation des pesticides, mais tous ceux qui restent utilisés sont toujours utilisés à la même quantité. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous que cette question des politiques, non seulement agricoles, mais alimentaires, effectivement, il ne faut pas en faire l'économie en disant les gens vont être vertueux. Vous l'avez dit aussi, tous les modèles d'économie montrent effectivement que le consentement à payer pour des gains environnementaux est relativement faible, et même très faible. Par contre, quand on interroge les mêmes gens en disant « mais pourquoi vous ne voulez pas payer pour des gains environnementaux ?» ils répondent « mais ça, c'est des politiques publiques ». Autrement dit, c'est à l'État d'assurer effectivement la qualité de l'environnement. Donc effectivement, il y a toute une faisceau d'arguments pour dire oui à votre question. Oui, il faut des politiques dans le domaine de l'alimentation et pas uniquement dire aux gens « il faudrait que vous soyez plus vertueux ». Nicolas Chaban, je vais vous faire rebondir évidemment vous là-dessus, puisque ce sont les consommateurs qui peuvent peser sur la qualité de la rémunération, hein, vous nous l'avez expliqué, mais ce succès-là, qui est bien réel, il vient se substituer finalement à des actions qui devraient venir d'ailleurs, non? Alors, bon, si on reprend le schéma, et merci pour les éclairages, donc il y a, d'un côté, il y a les industriels, le monde politique, les gens qui font les produits d'un côté, les producteurs qui, eux,
font avec les moyens qu'ils ont, parce que n'oublions jamais que la petite sœur directe de l'équité, du fait de bien payer un producteur, c'est quand même qu'il est capable de faire différemment ses produits. Le producteur avec les plus grandes envies du monde, quand il a du mal à simplement se nourrir, on ne peut pas vraiment lui demander de faire autrement, alors que beaucoup rêveraient de faire autrement. C'est un vieux débat, je ne vais pas l'aborder ici. Je ne suis pas en train de dire, je vais y mettre un peu de passion, mais que c'est la solution globale. Mais je peux vous dire qu'il y a un petit bout de la ficelle qui nous montre qu'on peut quand même changer les choses. Il y a une espèce de culture par défaut. Je vais reprendre une discussion avec Michel-Édouard Leclerc au début de C'est qui le patron, qui dit ah mais un lait un peu plus cher, personne ne l'achètera. Les gens veulent le moins cher. J'ai dit mais comment vous pouvez nous expliquer ça? Le lait n'existe pas dans le rayon. On ne peut pas savoir s'il va être acheté ou pas. Non, mais par défaut, hein, vous savez, c'est usual suspect, c'est Kaiser Sosé, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de truc comme ça. On pense que c'est pas possible. Ok, la brique de lait arrive en rayon, on lui dit ben essayons. Ça devient la brique de lait la plus vendue de France hors MDD. Ok, bon, premier déclic. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à rajouter des centimes pour que ça aille mieux? Autre exemple très concret, le beurre. On fait un beurre 2 ans après. Dans les questions qui permettent de construire les produits qu'on fait collectivement, on pouvait y participer même encore aujourd'hui, là, on répond depuis chez nous à des questions très simples. Des sociétaires nous disent, des consommateurs comme nous tous là, disent il faudrait qu'on mette sur un beurre bio des centimes pour préparer le bio de demain, pour que les plus jeunes soient aidés. Et là on met 0, vous pouvez répondre 0, le prix donc ne bouge pas, puisqu'à chaque réponse vous avez le prix voté conseiller qui évolue. Hein, vous voyez ce que ça va donner sur le prix final. Et on a fait entre 0 et 20. Réponse majoritaire 15 centimes. Alors je me rappelle de Carrefour, à l'époque, puisqu'on leur montrait un peu les pré-résultats, sans qu'ils aient leur mot à dire, mais on voulait comprendre un peu, on était très libres. Et là, je me rappelle, Leclerc, Carrefour, mais vous ne vendrez pas ce beurre. Nous, on est à 1 centime près. On nous demande d'enlever 1 centime. Mais je dis, mais qui vous demande ça? Ben, c'est la fameuse culture par défaut. Le beurre, avec les 15 centimes en plus dans le prix, arrive en rayon. Donc, c'est les 15 centimes qui sont donnés à des plus jeunes pour s'installer en bio et enfin pouvoir faire les choses différemment. Il est devenu en 18 mois le beurre bio le plus vendu de France. Ça veut dire qu'il y a quand même un petit espoir et quelque chose à regarder. Si d'un seul coup, si d'un côté on a les scientifiques qui peuvent nous expliquer les choses, les lobbies au milieu, les producteurs d'un côté, et que nous, consommateurs, par défaut, on se contente de dire bah, ça me semble très compliqué, je ne vais pas acheter un produit différent parce que de toute manière je ne suis pas vraiment sûr, et est-ce que réellement je dois le faire? On est tous pareils, on met 5 laits à des prix différents. Si je ne connais pas l'histoire de ces 5 laits, j'achète le moins cher. Donc, c'est la transparence, la capacité qu'on aura à pouvoir récupérer des informations. Alors, ça va plus loin parce qu'après, nous, on les vérifie. Si vous êtes dans C'est qui le patron, dans la COP, ben, on part le lundi matin, on va vérifier sur le beurre bio, sur le beurre bleu blanc cœur, on va voir les producteurs. Et là, les yeux dans les yeux, on leur dit attendez, c'est du marketing ou ça change vraiment votre vie? Ah oui, bah regardez, mon producteur, il montre sa facture de lait. Enfin, il y a un rapport très direct. Et là, récemment, belle récompense pour nous tous, les familles sauvées dans la Bresse qui allaient disparaître, qui font du lait, nous ont appelés en disant « Eh bien écoutez, vous ne nous l'avez pas demandé, mais on va faire de la protéine française. On gagne notre vie, on a le moyen de le faire. On va participer à la construction d'une usine. On arrête de commander du soja du fin fond du monde. Donc, bon sang de bois, il y a quand même, et c'est la zone d'espoir, hein, si on arrête de regarder, vous l'avez dit tout à l'heure, et après j'en ai fini pour laisser la parole à tout le monde, tant que des gens, même très bienveillants, diront « les consommateurs ne veulent pas ». Vous savez, les consommateurs, comme si c'était une espèce de peuple extraterrestre un peu lointain comme ça, qu'il fallait essayer de déchiffrer. Alors que quand vous faites comme on l'a fait à notre échelle de consommateurs, et qu'on se pose des questions ultra simples, on se rapproche des solutions collectives. Donc je pense qu'il faut sortir de cette culture où, un peu par défaut, on imagine
qu'il n'y a pas vraiment de solution, alors que quand le bon sens collectif s'empare de sujets comme on l'a fait, la bienveillance, et qu'on a un petit peu l'argent dans nos poches, le chiffre pour finir qui est apparu, en réponse à Michel-Édouard Leclerc 8 ans après, en France, 22% des familles, ne les oublions jamais, ne peuvent pas, 22 à 30%, rajouter les fameux centimes dont on parle. Ben, c'est la question que j'allais vous poser en fait. C'est-à-dire que cette démarche-là, elle s'adresse à quel consommateur? Parce qu'on entendait le monsieur là, cet après-midi, je ne sais pas si vous étiez là, réagir sur le prix de l'accès. Il posait la question, ça coûte cher d'acheter des fruits et des légumes, etc. Mais à une époque évidemment où certaines familles ont bouclé leur mois le 5 du mois, rajouter quelques centimes, ça pose quand même des gros problèmes. Alors, oui, mais il faut mettre un chiffre, je vais être très concret. 4 € de plus par an à rajouter sur le lait pour que le producteur gagne sa vie. Le cahier des charges qu'on a voté, c'est pas d'OGM dans l'alimentation animale, des fourrages locaux qui viennent pas du fin fond du monde, du trèfle, de la luzerne. Enfin, il y a des améliorations en plus. C'est pas juste un lait. Il y a du pâturage. Voilà, 3 à 6 mois de pâturage, etc. Sur les cerises récemment, on consomme. Alors même moi, j'avais du mal à le dire après, parce que mon rôle, c'est d'aller sur le plateau de télé l'expliquer. J'avais l'impression qu'on ne me croirait pas. On a fait répéter 30 fois aux producteurs. Combien il faut rajouter sur des cerises pour que les producteurs de cerises arrêtent d'arracher leurs arbres parce qu'ils ne s'en sortent pas? Alors c'est simple, on consomme 400 grammes en moyenne de cerises. Il leur manque 1,50 €. C'est un fruit qui est très cher en général au kilo. Voilà, mais regardez, on consomme 400 grammes en moyenne, les gourmands 1 kilo. Quand vous avez le chiffre qui manque aux producteurs au kilo, c'est 1,50 €. Ça fait 60 centimes à rajouter par an ou 1,50 € pour les gourmands. Au bout d'un moment, il faut qu'on ait quand même la mesure de cette histoire. Et si on laisse clairement en tête, 22 à 30% des familles ne peuvent pas rajouter ces centimes. Il faut leur trouver des solutions. C'est pas possible parce que tu n'as pas les moyens de devoir mal te nourrir. Enfin, déjà, il y a des difficultés pour arriver à se nourrir. Mais les 70%, le succès de ces kills patrons et de ces démarches qui grandissent avec des vertus différentes, c'est qu'il y a 70% d'entre nous capables, si on est sûr que ça va au bon endroit, que ça déclenche des éléments positifs, qu'on peut vérifier que les conséquences sont bonnes sur l'environnement, le bien-être animal, la santé. Demain, j'en ai fini, mettez 60 millions de Français dans un stade, faites des produits comme vous savez les faire, expliquez ce que ça coûte vraiment à tout le monde et garantissez que les gens vont mieux, les producteurs vivent mieux, la santé s'en porte mieux, la planète s'en porte mieux, et qu'on peut le vérifier, vous verrez qu'il y a énormément de gens qui lèveront la main. Voilà, donc c'est un peu cette équation nouvelle qui apparaît avec sa zone d'espoir. Bernard Chevassiot-Louis, protéger la biodiversité, et on va parler de sécurité alimentaire parce que c'est évidemment tout à fait lié. Ça ne doit pas être une contrainte de protéger la biodiversité, au contraire, ça doit être un atout pour diversifier et justement pour sécuriser notre alimentation. Mais expliquez-nous exactement pourquoi. Oui, juste avant, pour terminer là-dessus, je crois que ce qui est important de dire aux consommateurs, c'est que, en fait, ce qu'il ne paye pas à travers ses achats d'aliments, il le paiera d'une autre manière, en payant plus cher l'eau parce qu'il va falloir la nettoyer, en payant plus cher le budget de la sécurité sociale parce qu'il y aura des conséquences en termes de santé. Et donc, en fait, la partie qu'il ne va pas payer à travers ses achats d'aliments, il la paye d'une autre manière. Donc ça, je crois que c'est important de révéler cette part invisible de la dépense que l'on a. Alors, venons-en à la question de biodiversité. Moi, ce qui me semble important, c'est on est quand même dans une situation dans laquelle on a l'impression qu'il faut opposer cette question de protection de l'environnement et cette question d'une agriculture dite productive. Et ce que je voudrais rapidement expliquer, c'est justement que non seulement protéger, mais utiliser la biodiversité, non seulement ça va permettre de la préserver, mais c'est aussi un argument pour faire une agriculture qui soit vraiment durable. Trois exemples. Vous savez que les agriculteurs, justement pour utiliser un peu moins de pesticides, mélangent des variétés végétales différentes. Bon. Parce que ça permet effectivement d'éviter que les épidémies se déplacent trop vite, etc. Donc diversifier déjà les variétés, eh bien, ça permet de faire une agriculture plus autonome, et le fait de consommer une plus grande diversité de variétés de légumes, apprendre aux gens effectivement qu'il y a tomates et tomates, qu'il y a pommes de terre et pommes de terre, et leur faire découvrir, on en a beaucoup parlé, cette diversité est important. Autre chose que font les agriculteurs, par exemple, ils vont cultiver en même temps des protéagineux, donc de la luzerne, du trèfle et autres, et puis des céréales. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, plutôt que de mettre des engrais
eh bien ces protéagineux vont fixer l'azote de l'air et vont fournir des engrais aux céréales. Eh bien, utiliser justement cette diversité des espèces, c'est favorable à l'agriculture, mais dire aux consommateurs, diversifiez votre alimentation. Il y a énormément de choses, effectivement, dans les légumes, et on a vu des tas d'exemples cet après-midi, dans lesquels c'est un vrai plaisir de découvrir des espèces. Je prends un exemple d'un légume, moi, que j'adore et qui disparaît des marchés, qui est le salsifis. Vous pourrez peut-être nous en parler du salsifis. Bon, eh bien, effectivement, faire redécouvrir à des enfants ce goût un peu particulier. Vous n'aimez pas le salsifis? Non, mais ça me rappelle les souvenirs de cantine, justement, le salsifis. Même parce qu'il était mal cuisiné, c'est ça, hein? Il nous servait toujours ça à la cantine. Et ben oui, ben voilà, c'est ça qui a ravagé la réputation du salsifis. Et puis, dernière chose, on voit bien qu'un des éléments de l'agroécologie, c'est de reconstruire des paysages diversifiés. C'est-à-dire des paysages dans lesquels il y aura une alternance de prairies, de zones cultivées, de zones boisées, de haies, de milieux humides, etc. C'est utile pour l'agriculture, mais c'est utile aussi pour le consommateur et pour celui qui va se balader dans la campagne. Ça recrée une attractivité des territoires et donc ça veut dire que ça crée du bien-être de se reconnecter avec la nature. J'adore randonner. Je randonne peu en Beauce. Quand je veux randonner, je vais plutôt dans d'autres endroits où il y a des paysages un peu plus jolis. Donc effectivement, le fait de dire, mais on a des stratégies qui peuvent être gagnant-gagnant, qui vont être utilisées pour cette agriculture de demain dont on a besoin et qui vont permettre aux consommateurs de se relier à la nature, de redécouvrir des produits. Je crois qu'il faut vraiment donner ce discours que oui, la biodiversité, il ne s'agit pas de la protéger, il s'agit de l'utiliser et à la limite, le plus on l'utilisera, le plus on la protégera. Alors vous n'avez pas fait le lien avec la sécurité alimentaire, justement? Oui, alors là, ça serait un petit peu trop long, mais Marc-André, quand la fresque qu'il a brossée au début, je dirais, je la vois de manière un peu moins positive. Autrement dit, on voit bien qu'en gros, de l'an 1000 jusqu'au milieu du 19e siècle, la seule solution pour répondre effectivement aux besoins de la population, c'était de cultiver des surfaces de plus en plus grandes. Au milieu du 19e siècle, il y avait 48 millions d'hectares cultivés en France et à 80% du territoire. Il restait 7% de forêt. Conséquence, les grandes inondations du milieu du 19e, eh bien, c'était lié justement à ce système dit traditionnel qui peinait effectivement à faire face à l'augmentation et à la demande. Ensuite, il l'a dit, la deuxième période, c'est l'ère de la chimie. Juste un exemple, aujourd'hui, on a tellement utilisé de nitrates qu'on a doublé, sur l'ensemble du monde, sur l'ensemble de la planète, on a doublé la concentration de nitrates dans l'atmosphère. C'est-à-dire quand il pleut de l'azote. Alors vous me direz, c'est bien, ça évite d'en mettre... bon, mais ça a des tas de conséquences négatives sur la biodiversité. Donc cette question que tenir la sécurité alimentaire au sens quantitatif du terme, eh bien on voit bien que notre système est un peu à bout de souffle, qu'on voit de plus en plus de résistances qui apparaissent aux pesticides, qu'on voit effectivement qu'il y a une baisse, ça a été dit cet après-midi, il y a une baisse des rendements agricoles. Même en France, quand on regarde la courbe des rendements en blé, on est en train effectivement d'être sur une pente descendante. Donc on voit bien que de toute façon, il faut changer de système. Oui, alors justement, Hélène Soublet, pour rebondir là-dessus, par rapport à la connaissance scientifique que nous avons aujourd'hui de ce qu'est l'agriculture, la question des sols, la résilience, etc., comment on s'adresse précisément à cette agriculture du business finalement, qui a des grands rendements, qui travaille sur des surfaces énormes où la diversité n'existe pas quasiment? Comment on essaie justement de rentrer en contact aussi avec ces agriculteurs-là pour essayer de faire avancer les choses? Alors je pense que ce n'est pas vraiment les agriculteurs qui posent problème. Je pense que les agriculteurs, ils sont, pour la grande majorité, ils auraient envie de changer. C'est les coopératives? Alors, c'est l'ensemble du système en fait. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des verrouillages sociotechniques, c'est-à-dire qu'en fait, le système, il est optimisé pour aller dans une direction avec des solutions qui sont assez simples. Et dont très opportunément en fait on ne paye pas les externalités quand on est dans le système. C'est les autres qui payent les externalités, Bernard l'a dit, c'est-à-dire qu'on va avoir la pollution de l'eau, c'est pas le système alimentaire qui paye la pollution de l'eau, ça va être les agences de l'eau et donc nos impôts et on donc, peut avoir... Qui est au sommet de la pyramide de la production intensive alors finalement, si c'est pas les agriculteurs?
Je pense que là, en fait, il y a un certain nombre de facteurs. Hein. Ça peut être à la fois la demande, ça peut être la distribution, ça peut être la transformation. C'est-à-dire les industriels, en fait, qui dirigent un petit peu le système. Et puis on a aussi les lobbies, bien sûr, même les syndicats agricoles, hein, qui participent aussi à ce verrouillage, parce qu'il y a une espèce de peur du changement. Et donc, il faut initier ce changement. C'est-à-dire qu'il faut convaincre que la transition est obligatoire. Donc je pense que ça va se faire à peu près naturellement, parce que l'agriculture, elle est extrêmement dépendante de la biodiversité en réalité. Pour l'instant, on vit un petit peu sur nos acquis, c'est-à-dire que nos sols, notamment en Europe, ils sont quand même assez bons, mais ils sont en train de s'effondrer. On voit la question de l'eau, hein, qui est quand même un vrai sujet. Hein. Sur les méga-bassines, par exemple, il y a quand même un gros débat là-dessus, oui, et on voit bien que les agriculteurs sont confrontés déjà à ces problèmes-là. Hein. Voilà. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que s'il y a ce genre d'effondrement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau, les sols soutiennent plus la production, la biodiversité, c'est-à-dire tous les organismes qui peuvent aider l'agriculture à mieux produire disparaissent aussi. Finalement, l'agriculture va changer malgré elle. Elle va changer parce qu'elle est contrainte. Hein. Quand on ne peut plus produire de maïs parce qu'il n'y a plus d'eau, on change. Mais si on avait un peu anticipé, je pense qu'on aurait changé de façon un peu moins abrupte. Donc ça, c'est une première des choses. Ensuite, je pense que... Alors, il y a le rôle des politiques, hein, je l'ai dit. C'est vrai qu'il faut que les politiques prennent aussi leurs responsabilités, parce qu'ils ont beaucoup de clés en main. Et il y a aussi quelque chose dont on n'a peut-être pas tellement parlé, mais c'est la problématique des visions, c'est-à-dire des visions et des valeurs qu'il y a derrière les types d'agriculture, ou plutôt que les types d'agriculture, je dirais plutôt les pratiques agricoles. Et donc peut-être que ça aussi c'est un levier. Et d'ailleurs les scientifiques, dans un autre rapport qui s'appelle le rapport changement transformateur, ils essayent de décrypter comment est-ce qu'on fait ce changement transformateur, et ils disent il faut changer les pratiques, mais ça on essaye d'y travailler, et il y a des propositions techniques qui sont faites, sauf que les pratiques, en fait, elles sont liées à plein d'autres choses. On ne peut pas changer les pratiques très facilement. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut diminuer l'usage des pesticides, voire les réduire, voire les abandonner. Mais en fait, une fois qu'on dit ça, je pense que la majorité des agriculteurs, ils sont d'accord pour faire ça. Mais la question, c'est comment on fait si on n'est pas soutenu par ce que les chercheurs appellent les structures, c'est-à-dire toutes les organisations, les États, le système alimentaire, les subventions ou pas, les réglementations ou pas, qui sont là pour promouvoir tel ou tel type d'agriculture. Donc il faut aussi changer ces structures, il faut que ça change en même temps en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des solutions techniques pour les pratiques, et il faut que les structures s'organisent pour favoriser les pratiques durables. Prenons un exemple récent quand même avec l'acétamipride, hein, ce néonicotinoïde là, employé pour la culture des betteraves. Qu'est-ce qu'on propose précisément quand on dit il faut enlever ce pesticide, ce que voulait la loi du plomb, il faut maintenir ce pesticide, ce que voulait la loi du plomb, et puis l'opinion qui dit non, il faut l'enlever parce qu'on a une conscience quand même du problème. Qu'est-ce qu'on propose justement comme alternative aux agriculteurs qui disent on ne peut pas s'en passer en fait? Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'acétamiphride, mais un de nos membres fondateurs, c'est l'INRAE, donc il travaille sur cette question. Et donc à l'époque où la question de la levée de l'interdiction s'était posée, l'INRAE a travaillé très rapidement d'ailleurs sur des solutions alternatives. Et je crois qu'ils avaient plusieurs solutions alternatives. Donc elles existent. Qui existaient, voilà, exactement. Mais ils n'ont pas réussi à convaincre, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette peur. En fait, le pesticide, c'est une assurance. C'est une assurance parce qu'il y a des promesses qui sont derrière, qui sont des promesses de ne pas perdre de la récolte. Et en plus, dans ce cas-là, sauf erreur de ma part, il y avait une perte de rendement qui n'était pas si importante que ça, qui aurait pu être couverte par ailleurs, par exemple, par des soutiens publics, hein, parce qu'on sait que, oui, quand on ne met pas de pesticides, on peut avoir un rendement un peu diminué, tout au moins dans un premier temps, parce qu'il faut aussi reconstituer tout le fonctionnement biologique du sol, c'est pas forcément évident dans ces cultures-là, et donc ça prend du temps, donc c'est pas immédiat. Quand on arrête les pesticides, le gain n'est pas immédiat. Donc en fait, en réalité, là, c'est parce que je pense qu'il y a le troisième élément du triptyque, hein, après les pratiques, les structures, c'est les visions. Et pour moi, il faut vraiment qu'on change aussi les visions, à la fois celles des agriculteurs, c'est-à-dire quelles agricultures ils veulent faire. On peut lier cette agriculture à des paysages, à de l'identité. C'est vrai que ça, c'est quel paysage il y a derrière quel type de pratique ou quel type d'agriculture, c'est assez important. Et ça, on n'a pas assez travaillé dessus, je pense. Et c'est ça qui pourrait faire basculer le consommateur. En fait, pourquoi est-ce que, j'imagine, dans C'est qui le patron, pourquoi est-ce qu'il change sa consommation et qu'il accepte de payer plus? C'est parce que derrière, il y a une vision, c'est-à-dire qu'il voit le petit producteur ou le producteur qui, avec
avec son produit local, qui essaye d'aller dans le bon sens. Et donc ça, il y a un consentement à payer plus grand. C'est vrai que pour la durabilité, il n'y en a peut-être pas, mais pour quelque chose qui serait une vision d'un monde bon, une agriculture belle, des beaux paysages, de la biodiversité préservée, je pense que là, les gens sont capables de faire des choses, en fait, et de faire beaucoup plus que ce qu'ils auraient fait si tout ça ne leur avait pas été expliqué. Et je pense que c'est aussi le cas des agriculteurs. C'est-à-dire qu'il faut changer la vision et surtout, il faut changer du coup l'objectif de l'agriculture, c'est-à-dire lui redonner non pas le seul objectif productif. Pendant longtemps et encore maintenant, à l'agriculture, on lui a donné cette injonction de nourrir le monde, l'agriculture française ou européenne, je parle. Et en fait, il faudrait changer ça. C'est-à-dire que l'agriculture, elle est aussi là pour créer du paysage, elle est aussi là pour entretenir la biodiversité. C'est quand même une des seules activités humaines qui peut avoir des impacts extrêmement positifs sur la biodiversité. L'agriculture, elle a beaucoup de clés en main. Ouais. Et donc, je pense que si les agriculteurs basculent, en fait, il y a un point de bascule. Il faut qu'ils basculent vers... il faut qu'on leur donne d'autres objectifs que simplement produire. Avec en plus une résilience quand même assez extraordinaire. Hein. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit finalement que les mécanismes, alors je ne suis pas du tout spécialiste, hein, mais dès lors qu'on arrête certaines pratiques, on voit revenir assez rapidement, en tout cas, justement, de nouvelles espèces, les fonctions de régénération. Ouais. Les fonctions écologiques s'améliorent en effet. Par contre, ce n'est pas immédiat. C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire que pour qu'il y ait ces relations de cause à effet entre l'amélioration de l'écosystème, le sol ou l'écosystème plus large et les rendements de l'agriculture, il y a un temps de latence en fait. Justement, Pierre Veil, vous voulez répondre là-dessus sur le temps nécessaire à un sol pour se régénérer? Alors on imagine vraiment le sol qui a été très appauvri, l'arrêt des pratiques. On peut estimer en combien de temps justement le retour à une terre très fertile? C'est la question pour moi? Oui. Okay. Oui. Eh ben, je vais la prendre. Moi, je vous écoutais, puis je pensais à une conversation que j'avais eue avec Boris Cyrulnik, là, qui est psychiatre, qui parle beaucoup de résilience. Et je parlais de résilience avec lui, et il me disait, il savait que j'étais agronome, il me disait, c'est un terme qui a été inventé par les agronomes à propos du sol. Et il y a une résilience assez forte. Alors, on a des mesures, notamment des mesures, on a beaucoup parlé d'eau, je peux prendre cet exemple-là, d'infiltration de l'eau. Quand il y a des inondations, un sol, on fait des choses sur des sols voisins, enfin des parcelles voisines avec des pratiques différentes. On voit les choses au bout de 15 ans de labour, essentiellement de travail mécanique du sol, on voit que l'eau s'infiltre plus. On voit que quand on passe à l'agriculture de conservation des sols, une agriculture grosso modo sans labour et peu d'intervention, avec des couverts végétaux tout le temps, la biologie c'est peut-être compliqué, mais c'est relativement rapide. Ça se fait pas en 1 an, ça se fait pas en 2 ans, mais au bout de 3-4 ans, selon les sols, il y a des sols de 8 mètres, il y a des sols de 20 cm, donc je ne vais pas donner une réponse simple, mais c'est l'histoire de quelques années pour voir pour des mesures, hein, ces mesures d'infiltration d'eau. On voit la matière organique qui revient, on compte les vers de terre, de X grammes de vers de terre à l'hectare, ça revient assez vite quand même. Le assez vite, c'est des années, c'est pas des décennies, hein, c'est des années. Donc ça, c'est assez réjouissant quand même de l'imaginer. Hein. Il faut aussi le dire quand même. Mais je crois qu'il faut faire preuve un peu d'optimisme. Des fois, il est forcé, mais je participe au débat, mais j'écoute ce qui se dit à droite, à gauche, entre ce que dit Nicolas sur c'est possible, c'est quand même une belle preuve de concept qu'il y a des choses qui sont possibles. Il n'y a pas de solution miracle. Évidemment, il faut de l'intervention de l'État, il faut de la pédagogie, il faut aussi faire confiance aux producteurs. Moi, en ce moment, je tourne beaucoup à présenter mon bouquin dans plein de publics. Et dans les publics citadins, il y a une vision de l'agriculture qui est assez simple, assez dichotomique. Il y a les gentils bio et les méchants FNSEA. Je peux vous garantir que c'est absolument pas ça. Ça bouge beaucoup. L'agroécologie, c'est l'agriculture régénératrice, appelez-le comme vous voulez, c'est sur toutes les lèvres en ce moment. Et il y a plein de pratiques. Il y a même, j'ai envoyé des étudiants dans une foire agricole qui s'appelle le SPACE, pour regarder pas les discours des firmes sur les stands, mais pour voir ce qui se vendait aux agriculteurs. Il y a des choses nouvelles, il y a des semoirs qui sèment 5-6 graines à la fois pour faire ce qui se faisait jamais avant, pour semer des couverts et des cultures, des plantes compagnes, etc. Il y a des matériels qui labourent plus le sol, mais qui scalpent, etc., pour éviter le glyphosate quand on fait de l'agriculture de conservation.
il y a des gens qui investissent, il y a des choses qui se mettent en place. Et la question sur la résilience, je la prends avec plaisir parce que oui, ça peut changer. Et je pense que comme ce problème, c'est pas le problème des agriculteurs seuls, c'est pas le problème des consommateurs seuls. Je veux juste raconter un petit truc parce que j'y pensais. C'est un directeur d'une très grosse coopérative il y a une quinzaine d'années qui me disait je veux racheter Bleu Blanc Cœur. Évidemment, c'était pas à vendre parce que c'est une association. Mais il m'expliquait que dans sa coopérative, il y avait grosso modo 20 000 salariés, 20 000 agriculteurs. Il m'expliquait son métier. Il me disait, moi, j'occupe le terrain et je suis l'outil de distribution de l'agrochimie. J'occupe le terrain, c'est capillaire, j'ai des dépôts partout. Et ce qui me fait vivre, c'est les marges que me laisse l'agrochimie pour distribuer les phytos, etc., aux agriculteurs. Et si je veux changer le système, il faut que je retrouve de la valeur. Et retrouver de la valeur, ça se fait de l'autre côté de la chaîne. Ça se fait côté consommateur. C'est ce que tu as fait. S'il retrouve de la valeur côté conso, il peut garder ses salariés, il peut garder ses agriculteurs. Mais c'est des gens qui sont entre les deux. Il y avait une question tout à l'heure, qui c'est qui domine, qui est le donneur d'ordre en agriculture. Ces gens-là, les coopératives. Et puis un dernier petit truc, puis après je le mettais. À l'Académie d'agriculture, on a un prix de thèse, et puis dans ma section, on regardait une fille qui a fait une thèse en économie sur les échecs des plans éco-phyto, des plans de réduction des pesticides. Et elle avait une phrase qui m'a beaucoup touché. Elle avait dit, en fait, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de solutions. Vous l'avez dit à propos de la système hybride, les solutions, elles existent, il y a énormément de recherches, il y a beaucoup de choses. Il y a une innovation qui a complètement manqué, c'est une innovation organisationnelle. C'est toujours les mêmes jeux de rôle, c'est toujours les mêmes interpros, c'est toujours les mêmes syndicats, c'est toujours les mêmes ONG. Si on met tout le monde autour de là, c'est très peut-être bébête ce que je vais dire, mais c'est aussi une preuve de concept, ce qu'on a fait avec Bleu Blanc Cœur, avec autour de la table des médecins, des scientifiques, des paysans, des distributeurs. Quand tu mets un objectif commun, les gens qui disent « je », au bout d'un certain temps, ils disent « nous ». Et les objectifs, les enjeux qu'on dessine là, c'est quand même des enjeux qui appellent... Ah ben ça, il faut le faire. Alors, il faut mettre tout le monde autour de la table. Pardon ? Il faut le faire, ça, mettre tout le monde autour de la table, les grands syndicats agricoles, les paysans de l'agroécologie, les scientifiques. Mais à notre petite échelle, toute petite échelle. Mais non, mais c'est vachement bien comme idée, moi je trouve. Il faut le faire vivre, ça. Mais c'est pas ce qui a été fait dans les plans éco-phyto. C'est-à-dire qu'ils ont gardé les structures. Il n'y a pas eu cette innovation organisationnelle. Mais c'est peut-être ça qui fera bouger les lignes. Mais oui, je crois. Bernard Chevassiot, Louis, vous vouliez réagir tout à l'heure et puis ensuite j'aurai une question pour Jocelyn Oui, Marie. par rapport à où est-ce qu'il faut agir, qui est-ce qui tient le système. Je voudrais vous donner deux exemples de choses qu'on défend de manière peut-être un peu utopique. Actuellement, les 10 milliards de politique agricole commune sont répartis par hectare. C'est-à-dire, en gros, on donne à chaque agriculteur à peu près 300 € par hectare. Nous, on dit, si finalement ces 10 milliards, au lieu de les répartir par hectare, on les répartissait par actif agricole. Je peux vous dire que ça changerait quand même pas mal les analyses. Je vous prends un autre exemple. Vous savez, quand vous vendez une maison, vous devez faire un diagnostic plomb, un diagnostic amiante, un diagnostic thermique, etc. Si lorsque on cède une propriété agricole, on avait un diagnostic de qualité des sols avec les niveaux de pollution, les niveaux de matière organique, etc., qui serait obligatoirement attaché à l'acte de vente. Je peux vous dire que ça changerait aussi beaucoup de choses. Et vous n'avez que des bonnes idées ce soir. Je ne sais pas si c'est des bonnes idées, c'est des idées qu'on défend en tout cas. Il faut les pousser en tout cas, ça paraît du bon sens en plus. Jocelyn Marie, puisque le thème de cette soirée c'est quelle alimentation pour la santé de demain, enfin ça c'est naturellement en général, mais manger bien, manger bon, et quand même l'aspect de la santé, est-ce que vous en tant que chef cuisinier, et par rapport à votre philosophie aussi de l'assiette, est-ce que vous pensez beaucoup à ça par rapport à ce que vous offrez à vos clients ? Le fait que ça puisse aussi avoir un impact sur leur santé. Alors, avant de répondre à votre question, je vais développer ce que je pense. Et pour expliquer un peu tout ce qui vient de se dire, comment concrètement on le met dans l'assiette. Chez nous, tout ça, ça veut dire le terroir. Et le terroir, c'est quoi ? Ça fait que les asperges de Sylvain Erard, elles sont exceptionnelles, que les carottes de la ferme de la Mivoie, elles sont hors normes, que les tomates de Bruno Cailleron, elles sont incroyables. Et elles sont bien meilleures que les autres produits de sa même catégorie. Et pourquoi ? Parce que eux, ils ont un terroir qui est incroyable et qui est fait pour faire pousser ces produits-là. Donc un sol, en fait. Exactement. Exactement. Donc concrètement, la qualité du sol a eu un impact énorme sur la qualité de l'assiette.
Et ce que ça fait, quand on a un produit de mauvaise qualité, moi j'entends souvent les gens me dire « Ah, moi j'aime pas le céleri rave » ou « J'aime pas les salsifis », pour rebondir sur... Et souvent, c'est parce que l'histoire du terroir a été complètement oubliée sur ce produit. Et quand on a un grand produit avec un joli terroir, on l'a tous quand on fait nos courses. Vous faites vos courses classiques et puis de temps en temps vous vous dites ah, je vais aller chercher dans tel magasin tel produit parce que je sais que ça c'est super bon. Et souvent, très souvent, c'est dû au terroir. Et je raconte une dernière anecdote. On fait notre pain nous-mêmes à la table de Colette avec les farines de Philippe Guichard. Et Philippe Guichard, il a hérité des semences de ses parents et de ses grands-parents. Il travaille que du blé ancien. Et ce que ça fait, c'est qu'il a 90 sortes de blé ancien qu'il est mélangé et il les plante mélangés. Et les blés se soignent les uns aux autres. C'est-à-dire qu'il a des blés de très bas avec une très forte dose de gluten et il a des blés très hauts et il moissonne tout en même temps. Et ça fait qu'en fait, il a des farines qui sont hors normes. Et surtout, il a des farines saisonnières. C'est-à-dire que la farine, quand on l'achète nous en général pour 1 mois et demi. On met en place une recette pour 1 mois et demi. Et puis quand cette tournée-là se termine, on a une nouvelle tournée de farine qui arrive. Et cette nouvelle tournée de farine, on est obligé de réadapter la recette parce que le pain va changer. Et pourquoi ? Parce que en fait, c'est une farine qui est vivante et que le terroir est exceptionnel. Et ça fait que concrètement, on a régulièrement, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, des gens qui nous disent c'est le meilleur pain que j'ai jamais mangé de ma vie. Et alors sur l'aspect santé, juste pour rebondir là-dessus. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que nous, en tant que restaurateurs, on est garant quand le client sort de chez nous qu'il soit en bonne santé. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Alors il y a le côté pas laisser les frigos dans un mauvais état, mais il y a aussi le côté, moi je sais que quand ils viennent manger à la table de Colette, s'ils ne mangeaient que à la table de Colette, je pense qu'il y aurait moins de risques de développer un cancer dans quelques années. Il faudrait que les scientifiques le vérifient. C'est ça. Il faudrait que vous veniez tous, tout le temps. Il faudrait qu'on ait une vraie étude scientifique menée rien qu'à la table de Colette. Ouais, je pense. Voilà. Il y a un truc à lancer. Oui, je voulais rebondir avec un exemple qui me vient sur l'aspect santé de l'alimentation et la dépendance en fait de l'agriculture à la biodiversité. Il y a une étude qui a essayé de faire en fait de regarder quelle était la composition en micronutriments, c'est-à-dire vitamines, oligo-éléments d'un certain nombre d'aliments en fonction du type de pollinisation qu'avaient ces aliments. Et donc, ils ont regardé l'autopollinisation, c'est-à-dire la plante qui se pollinise elle-même, la pollinisation par le vent et la pollinisation par les animaux. Donc, c'est bien souvent des insectes pollinisateurs, mais ça peut être d'autres animaux comme les chauves-souris, ça pollinise aussi. Les oiseaux, certains oiseaux. Et donc, en fait, il y a certains micronutriments comme la vitamine A qui dépendent à 40% de la pollinisation animale. C'est-à-dire que si la pollinisation animale disparaît, donc si nos écosystèmes ne soutiennent pas ces animaux et si les insectes s'effondrent, eh bien, en fait, nos aliments seront moins riches en vitamine A. Et donc, il y a un certain nombre d'autres exemples comme ça. Donc, c'est vrai que cette dépendance de l'agriculture à la biodiversité, elle est très, très mal connue. Et c'est ça, en fait, aussi le terroir. C'est-à-dire que je voulais rebondir un peu sur ça pour dire il y a le sol, ça c'est sûr, c'est extrêmement important, c'est un peu la base de la production de l'alimentation, mais il y a aussi tout le reste des êtres vivants qui sont dans l'écosystème. Et en fait, tout ça, c'est imbriqué, c'est des interrelations qui sont extrêmement importantes, très peu connues. Et le problème, c'est que s'il y en a un des éléments, un des chaînons qui s'effondre, on risque d'avoir l'ensemble de l'écosystème qui s'effondre et on aura des problèmes nous, pour bénéficier des services, ça s'appelle les services écosystémiques, les services que l'homme retire des écosystèmes fonctionnels. Et ces services-là, s'ils s'effondrent, on va avoir des soucis, y compris des soucis de santé un peu graves, sans compter les soucis économiques. Est-ce que vous cultivez le salsifis, enfin, est-ce que vous cuisinez le salsifis, Jocelyn Marie ? Parce qu'on est resté sur ce dossier salsifis là. Tout à fait. Ouais. On a un producteur et le salsifis, il faut le prendre à la bonne saison, il ne faut pas le prendre trop tôt dans la saison. C'est quand ? Ça va pas tarder à démarrer et je pense que la meilleure saison c'est vraiment janvier, février, mars. Et il faut pour le cuisiner, il faut que ce soit coloré parce que la coloration donne un petit côté sucré. Et si vous voulez en faire manger un peu aux enfants, n'hésitez pas à déglacer avec un petit peu de sirop d'érable ou de choses comme ça. À mon avis, ils vont adorer ça. Ah oui, il faut le sucrer un peu alors peut-être. Nicolas Chaban, est-ce que la santé, parce que je reviens quand même sur cette histoire de prix, moi. Vous m'autorisez une question ? Oui. Désolé, mais
Moi, j'ai entendu parler de cet exemple très frappant, comme on a des professeurs et des éminences scientifiques, et dans la salle aussi, la fameuse pêche qui, en 1950, apportait le besoin quotidien en vitamine A, et qui, aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, se transformerait en 26 pêches. C'est une réalité ou c'est une histoire Bon, ouais, j'ai ma réponse, parfait. Non, mais il semblerait quand même qu'il y ait, évidemment, les sols, évidemment. C'est une façon de mesurer un impact direct. C'était une étude canadienne qui était faite en 2002. Hélène Souplet, vous voulez répondre? Oui, alors le 26 pêches, je sais pas, mais ce qui est certain, c'est qu'on a une grosse perte de qualité nutritionnelle de l'alimentation, en dehors d'une mauvaise alimentation, en fait, d'un mauvais équilibre alimentaire. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a environ 11 millions de morts par an, en fait, dus à un mauvais régime alimentaire. Donc on mange trop, on mange déséquilibré, on n'a pas assez de micronutriments. Et qu'on va financer à la fin par, évidemment, nos... Voilà. Et donc ça, évidemment, c'est des coûts qu'il faut que la société supporte. Et c'est le coût du système alimentaire. Pardonnez-moi. Alors justement, pour revenir sur la question du prix, une fois de plus, sur le coût précisément, est-ce que la santé, ça a forcément un prix pour vous? Et comment Mais ça n'a pas de prix, par nature. Et comment convaincre que ce surcoût est acceptable pour les consommateurs, justement? Non, mais là, je suis sûr d'une chose, vraiment, au bout de 9 ans, il ne faut même plus se poser la question, quoi. J'ai toujours on se réunit dans la coopérative de consommateurs et on se dit, mettez-nous dans un stade, alors je crois qu'on est 68 millions de Français, expliquez-nous vraiment les choses. Dites-nous quels produits, parmi les 20 000 qu'on peut trouver dans un supermarché, sont porteurs des conséquences positives qu'on évoque sur la santé, sur l'environnement, sur les sols, sur des choses très concrètes. Dites-nous combien ça coûte sur une année. Mais tout le monde serait très étonné de voir, en dehors des 22 à 30% de familles qui ne pourront même pas faire cet arbitrage. Là, il faut s'intéresser au Stade de France, chaque année rempli à ras-bord de ce qui est gaspillé en France. 10 millions de tonnes, c'est le Stade de France à 5 mètres près, chaque année rempli. Voilà la nourriture qui devrait être ou donnée ou revendue bien moins cher. Donc il faut trouver des solutions pour les familles qui ne peuvent pas, mais que cette équation soit faite. Qu'est-ce qu'on dit depuis tout à l'heure? Les lobbies, la politique. Là, on est filmé, donc je ne vais pas trop en dire là-dessus, mais franchement, depuis des années, nous, en tant que consommateurs, on dit, mais qui bloque? Qui bloque? Nous, en tant que consommateurs, on a envie que nos achats aient un impact différent sur l'environnement, notre santé, le travail du producteur. Rappelons qu'il reste 395 000 exploitations agricoles en France. En 1970, c'était 1 500 000. Il y en a 27 par jour qui mettent la clé sous la porte. 100 000 en 10 ans. Dans 5 ans, l'INSEE dit la moitié part à la retraite. Si on compte pour notre santé sur la nourriture qui vient du bout du monde, il faut se poser de très grandes questions. Donc pour répondre à la question, moi j'aimerais bien qu'on nous dise à nous, consommateurs, voilà le coût réel d'un produit qui aura un impact positif sur les aspects qu'on a donnés. Et après, comme finalement l'argent des impôts est aussi notre argent, on fera un arbitrage différent. Mais ayons l'espoir et pensons à une chose. Pardon pour l'image qui semble un peu celle d'un bistrot le dimanche matin, mais c'est quand même la réalité. Les 1 600 milliards d'euros de dépenses annuelles des ménages, chiffre INSEE, 1 600 milliards par an, ils sortent d'un seul endroit, nos poches de consommateurs. Il n'y a pas un centime qui vient d'une planète lointaine. Si à un moment donné, on repart de notre bon sens, que ce n'est pas d'autres gens qui parlent à notre place, des politiques qui nous disent on ne peut rien faire, bon. Si à un moment donné, on comprend les données, parce qu'il y a aussi cette culture de le consommateur a du mal à comprendre, le consommateur n'est pas forcément... Arrêtez, expliquez-nous les choses comme elles sont, dites-nous ce que ça coûte, et ensuite, si on amène notre argent vers des endroits qui mécaniquement créent des conséquences positives sur les aspects évoqués, on va changer 100 fois plus vite le monde qu'en attendant que d'autres le fassent pour nous. Voilà ce que nous, on ressent dans cette capacité à changer les choses par nos actes d'achat. Pierre Veille, une question pour vous, et pour prolonger là encore le titre de cette discussion, manger bien et manger bon, est-ce possible? Et manger pas cher aussi, est-ce que c'est possible? Vous insistez beaucoup sur l'accessibilité de l'alimentation.
Ouais, mais je peux répondre avec des chiffres parce que je parle au nom de Bleu Blanquer, on a quand même fait 8 études cliniques, j'en ai parlé tout à l'heure. On a vu à chaque fois qu'il y avait des impacts positifs des modes de production sur des marqueurs de santé. Donc la question, est-ce que c'est bon pour la santé, elle ne se pose pas. La question, c'est combien ça coûte et combien je suis prêt à investir pour ça. Là, j'ai des chiffres assez précis, puis après je détaille un peu. On a signé 2 fois des accords avec l'État, des accords PNNS, puis des accords collectifs, où il y avait des engagements. On avait le droit de dire, on a toujours le droit de dire, cette démarche est soutenue par les ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Environnement, ce qui est intéressant pour discuter avec des metteurs en marché. En contrepartie, nous, on avait aussi des engagements, et dans les engagements, il y avait un engagement de coût maxi. Comme on défend l'accessibilité. Et on défend l'accessibilité pour une raison forte, qui est beaucoup incarnée par Bernard, qui est là, qui était le médecin investigateur qui a fondé ça avec moi. C'est que les candidats aux maladies de civilisation, quand on parle de santé, ils sont peut-être plutôt chez les 22% qui ne peuvent pas se permettre de payer plus cher. Ce n'est pas les plus riches, ce n'est pas les plus conscientisés. C'est plutôt les autres. Donc il faut que ce surcoût soit faible. Donc on a garanti un surcoût qui est contrôlé tous les ans, qui est de 5% de plus à la production. Un œuf plein air Bleu Blanquer avec ses caractéristiques, c'est 5% plus cher sorti de ferme qu'un œuf plein air autre. 5% à la production, c'est rien. Ramener, quand tu vois le prix de l'œuf payé au producteur par rapport au prix de l'œuf au supermarché, c'est de l'ordre de 1% à peine. Et dans les 5%, il y a la prime, mais il n'y a pas que le surcoût de production, il y a aussi le premium pour le producteur. C'est rien, c'est vraiment rien. Après, c'est des problèmes de logistique, mais l'accessibilité, c'est absolument indissociable de l'accès à la santé. Alors, on travaille comment sur cette question de l'accessibilité? Alors, par quel bout on s'y prend? Alors, il y a l'aspect du surcoût à la production, et puis après, il y a l'aspect de, j'ai employé un terme technique, ça s'appelle les équilibres matières. Prenez un cochon, ça fait à peu près 100 kilos. Le surcoût de production d'un cochon Bleu Blanquer, c'est à peu près 2 ou 3 euros, plus 2 euros pour le producteur de prime, ça fait 5 euros. 5 euros sur un cochon de 100 kilos, je m'excuse de rentrer dans les détails, mais c'est la vie de tous les jours. C'est 5 centimes du kilo de cochon. On dit c'est rien sur une barquette de 200 grammes, c'est rien. Sauf que le producteur vend son cochon à un groupement, qu'il vend à un abattoir, qu'il découpe, et puis qu'il va vendre du jambon, des épaules, des saucisses, des machins. S'il n'y a que le salaisonnier qui vend le jambon, c'est entre 10 et 15 kilos une fois qu'il a trié. C'est-à-dire que le surcoût, il n'est plus sur 100 kilos, il est sur 10 ou 15 kilos. Et donc, travailler l'équilibre matière pour garantir l'accessibilité, c'est faire en sorte que les produits soient présents dans la restauration collective où ils consomment des épaules, dans les boucheries où ils consomment des longes, je suis toujours sur le cochon, et je suis dans la salaisonnerie où ils font du jambon et des saucisses, etc. C'est un travail, hein. C'est le côté peut-être un peu plus technique ou un peu moins noble, mais c'est faisable. Moi, j'aurais insisté sur ce côté preuve de concept. On a ramé, Bernard peut être témoin, on a ramé. Il ne suffit pas de faire des études cliniques et de dire, vous voyez, c'est bien, il ne suffit pas d'aller dans les congrès. Il faut aussi toute cette logique de logistique, d'organisation de chaîne, de maîtrise des coûts pour que ces bénéfices santé soient accessibles. Et je rebondis avec ce que je disais au début, quand je parlais de densité nutritionnelle, c'est le lien à l'environnement, à la santé des sols qui conditionne quand même beaucoup de choses. Jocelyn Marie, cuisiner bien, manger bien avec du goût, de la saveur, ça suppose aussi quand même de prendre le temps de le faire. C'est-à-dire que là aussi, dans nos vies, il faut quand même revoir notre façon de tout simplement cuisiner aussi à la maison. Ça ne passera pas sans faire ces efforts-là? Oui, c'est sûr. Après, ça prend pas tant de temps que ça. Et puis, il suffit de finalement... allez, je vous donne un exemple. Le dimanche, vous faites un repas en famille, vous faites un pot-au-feu et vous faites cuire une volaille dedans. Le lundi, vous en faites une soupe. Le mardi, le bouillon, vous le gardez et vous faites un plat de pâtes avec ce bouillon-là. Vous avez 3 jours, vous avez mangé, vous avez cuisiné qu'une fois. Et puis après, des exemples tout bêtes, mais je les ai donnés tout à l'heure, mais imaginons, vous voulez manger des légumes, vous achetez ce qu'il y a sur le marché, vous épluchez ou pas, vous taillez, vous mettez sur une plaque avec de l'huile, du sel, du poivre, vous cuisez ça un quart d'heure au four et vous avez des légumes. Ça prend pas un temps énorme.
Donc c'est de l'éducation, là encore. Hein. Oui, surtout. C'est Éduquer. retrouver finalement des pratiques Oui, aussi c'est qu'on a ça. un petit peu Et oubliées. puis, faire ça avec les enfants, ça peut être très drôle. Hein. Bon, faut peut-être faire le ménage après un peu, mais ça peut être vraiment très drôle. C'est une vraie activité, en fait. Bernard Chevassiot-Louis, vous insistez, vous, sur les changements transformateurs. Les changements transformateurs dans notre discussion, ça se traduit comment? Quel levier concret vous identifiez, vous, pour accélérer cette transition dont nous parlons depuis le début de la soirée? Ben, je dirais que si on avait la réponse, on fermerait l'association. Hein. Autrement dit, cette idée que c'est un peu Saint-Paul sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les gens changent leur manière de voir les choses? Et donc ça, c'est un peu la quête perpétuelle de toutes les ONG, de dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un déclic qui va se passer dans la tête des gens et que ce qui leur semblait impossible ou négatif va être au contraire attractif et positif. Donc un ancien, Hubert Rive, qui présidait l'association avant moi et qui nous a quittés, avait beaucoup cette image qu'il appelait poussière d'étoiles, et qui était de dire finalement que les molécules, les atomes qui nous constituent à un moment donné, eh bien, avant, étaient peut-être dans le corps d'un dinosaure, on a parlé de dinosaures tout à l'heure, ou dans une araignée, etc. Et dire aux gens, mais vous savez, aucun être vivant ne demande à naître. Vous êtes né humain, vous auriez pu naître araignée, crocodile, ou ce que vous voulez. Ça ne vous donne aucun droit. Donc représentez-vous comme étant effectivement un représentant de la grande aventure du vivant et regardez déjà avec sympathie au sens étymologique du terme tous ces autres êtres vivants qui sont nés araignées, crocodiles, rhinocéros ou que sais-je, et sentez-vous conjoint et solidaire de cette aventure. Des fois ça a fait tilt dans la tête des gens, ce récit. Donc il faut chercher effectivement, je crois, mais encore une fois on n'a pas la recette miracle. Qu'est-ce qui fait que les gens verront les choses autrement? Ce que vous avez dit sur la cuisine, c'est assez typique aussi. On voit bien que si on prend des gamins assez jeunes et qu'on leur apprend à faire des gâteaux, ils apprécient. Alors je suis d'accord qu'il faut laver la cuisine après souvent, mais on voit bien combien ils sont contents ensuite de retourner chez leurs parents et dire je sais faire tel et tel gâteau, et donc ça devient un élément de plaisir effectivement, et plutôt que de regarder des séries télé, eh bien le fait d'apprécier effectivement, d'aller chercher des bons produits, de les cuisiner et de passer du temps. Oui, c'est du temps, mais c'est du temps qui peut être vu aussi comme un plaisir. Donc cette culture de la diversité des produits, cette culture de tous les goûts, les saveurs, la beauté de tous ces légumes, tous ces aliments, c'est là qu'on peut peut-être... et puis, quand on dit, vous regardez dans un village qui se réveille le matin, il y a le boulanger qui fait du pain, il y a le charcutier qui fait de la charcuterie, il y a celui qui fait de la choucroute, il y a celui qui fait le fromage. Tout ça, c'est des micro-organismes en action. Ces micro-organismes, ils sont dans le sol, on en a beaucoup parlé, mais c'est ça qui fait lever la pâte du pain, c'est ça qui permet de conserver les charcuteries, c'est ça qui permet de conserver et de donner des goûts au fromage. Et donc, il faut faire redécouvrir cette dynamique du vivant, cette beauté effectivement de tous ces êtres vivants qui contribuent à notre alimentation. Et voilà, c'est ça qu'il faut réenchanter le monde et donner envie effectivement de s'intéresser à cela et d'en tirer du plaisir. Il faut que nos politiques aussi, ils participent à ce réenchantement quand même. Hein. Ils ont un gros boulot à faire, non? Ça, je vous laisse le mot de la fin là. Ah non, c'est pas le mot de la fin, non. On va pas finir là-dessus. On va peut-être finir par contre sur le mot de diversité, Hélène Soublet, qui est beaucoup prononcé dans nos conversations. Est-ce que c'est la clé en fait de tous nos mots aujourd'hui, la diversité? Ou l'absence de diversité. Alors, si en tout cas on voulait résoudre vraiment d'un coup de baguette magique ce qui se passe, est-ce qu'il faut juste réintroduire de la diversité? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour la biodiversité, c'est la multiplicité des êtres vivants qui compte, des interactions, etc. Et je dirais même plus, en fait, si on veut résoudre finalement le problème de la crise de biodiversité, il faut aussi une diversité de pratiques en face. C'est-à-dire que l'agriculture intensive, si elle était conduite sur 3 hectares seulement, ce ne serait pas un problème pour la biodiversité. Au contraire, ce serait peut-être même plutôt une opportunité. Parce que les petits bouleversements, en fait, ça crée de la
diversité. Les lisières, ça crée toujours de la diversité. Par exemple, dans une forêt, s'il y a un moment une travée, il y a plus de diversité en fait, parce qu'il y a à la fois des organismes de la forêt et des organismes de prairie qui vont cohabiter. Donc du coup, il y a plus de diversité momentanément, dans des petites perturbations. Par contre, évidemment, si on perturbe l'ensemble du monde, là, ça pose problème. Et on est dans un système où là, aujourd'hui, on a détruit ou fortement perturbé 75% de la surface terrestre et marine, en moyenne. Donc c'est énorme, en fait. On est partout, nos impacts sont partout. Et donc oui, je pense que la diversité des humains, la diversité des pratiques, la diversité des structures, la diversité des êtres vivants, tout ça, c'est sans doute la clé pour avoir une meilleure vie commune, comme disait Bernard, être conscient qu'on est dans un grand tout et qu'on ne dépend les uns des autres, et que sans cette conscience-là, en fait, on peut détruire sans vraiment s'en rendre compte. Et pour rebondir sur une solution peut-être que je voudrais évoquer, c'est vraiment la transparence, et peut-être on pourrait très pragmatiquement interdire la publicité mensongère, entre guillemets, c'est-à-dire le fait, par exemple, de faire croire que derrière tel produit, tel lait, telle viande, il y a une petite vache, par exemple, qui sautille dans les prés, alors qu'en fait, pas du tout. C'est de l'agriculture intensive, il y a du pesticide, il y a des antibiotiques, il y a des animaux en bâtiment toute la journée. Voilà, donc du coup, peut-être que ça aussi, c'est une solution, c'est-à-dire vraiment de montrer qu'est-ce qu'il y a derrière le produit, en fait. C'est quoi l'agriculture, c'est quoi le paysage derrière le produit. Et ça, je crois que le consommateur, en fait, il pourrait bénéficier à s'en rendre compte, parce que là, pour l'instant, il ne le sait pas. Et ça permettrait aussi de recoupler la production avec la consommation. Parce que pour l'instant, on consomme des produits dont on ne sait pas du tout, on ne sait vraiment pas comment ils ont été produits. Et ça, moi, je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence du consommateur. Si on lui dit, si on est transparent avec lui, il fera les bons choix. Allez, on va passer dans un instant à vos questions dans la salle. Je voudrais juste refaire un dernier tour de table rapide pour que vous puissiez conclure en répondant finalement à la question de cette soirée. Manger bien et manger bon, est-ce possible? On va commencer avec vous, Nicolas Chaban. Attendez, je relis. Manger bien et manger bon, est-ce possible? Tous nos grands-parents ont quand même mangé bon, et plutôt bien. Donc moi, je pense qu'il y a une part de bon sens qui ne doit pas nous échapper. Si on s'en remet à ce qu'on veut réellement, parce que c'est quand même pas anecdotique, puisque c'est nous qui allons amener cet argent vers la consommation et tout ce qui nous entoure, moi je pense qu'il faut non seulement y croire, mais comprendre que c'est en achetant au bon endroit, en allant dans les bons restaurants, en privilégiant des initiatives, même à une échelle évidemment locale. C'est comme ça que le gros paquebot là, qui avance sans plus personne vraiment au volant, enfin, c'est quand même assez angoissant ce qui se passe, on a l'impression qu'on ne peut plus le faire bouger. 68 millions de petits remorqueurs, ça fait bouger le plus gros paquebot du monde. Voilà, donc c'est non seulement possible, mais c'est à 10 cm dans notre poche droite. Bernard Chevassiot-Louis, manger bien, manger bon, est-ce possible? C'est indispensable. Autrement dit, on fait partie quand même d'une génération qui est à une charnière. On va habiter une petite planète qui, pendant au moins 2 siècles, va avoir entre 8 et 10 milliards d'habitants, qui sera plus chaude, et donc ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Et donc, il ne faut pas perdre de temps. Et vous connaissez cet adage, ils l'ont fait parce qu'on ne leur avait pas dit que c'était impossible. Donc je dirais, manger bien et manger bon pour tous, c'est nécessaire, c'est indispensable, et on ne peut pas refuser cette responsabilité. Pierre Veil. C'est possible, c'est pas simple, mais c'est possible. Je vais me permettre de manger bien avec les trucs du PNS, là, manger varié et équilibré. On a beaucoup parlé de différentes composantes de l'alimentation, de ses racines, du sol, de la santé des plantes, des animaux, de la diversité. Le manger varié et équilibré, c'est vrai pour nous, mais on est indissociable de tout ce qui se passe avant. Donc c'est vrai aussi pour les sols, il faut de la variété, il ne faut pas de monoculture. C'est vrai pour les plantes, c'est pas toutes les plantes tout le temps au même endroit. C'est vrai pour les animaux et c'est vrai pour nous aussi. Donc il y a un continuum du sol à l'assiette. Et à ces conditions-là, je pense que c'est souhaitable, c'est possible et c'est très réaliste. Hélène Soublet.
Alors moi, je pense que c'est possible, mais je pense qu'aujourd'hui, dans le système alimentaire et les produits tels qu'on nous les propose, c'est compliqué et ça demande de la réflexion. C'est-à-dire que ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire que quand les premiers produits qui nous tombent sous les yeux lorsqu'on veut acheter, c'est quand même pas toujours, voire très rarement, des produits qui sont bons pour la santé. Et malheureusement, il faut aussi avoir un peu d'argent pour pouvoir manger bien et bon. Sinon, c'est extrêmement compliqué. Par exemple, dans un certain nombre de pays, on sait que le soda est moins cher que l'eau. Donc en fait, les gens, ils achètent du soda parce que c'est moins cher que l'eau. Les produits ultra transformés, c'est très, très fréquemment moins cher que des produits bien meilleurs pour la santé. Je ne parle même pas du bio. C'est vrai que le bio, c'est quand même un peu plus cher que les produits conventionnels. Donc ça veut dire que si on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on veut manger bien et bon, eh ben, en fait, ça va demander beaucoup d'astuces, beaucoup de connaissances et puis peut-être beaucoup de temps aussi parce qu'il va falloir faire à manger. Alors c'est vrai que c'est nécessaire, il faudrait que chacun sache faire à manger parce que c'est quand même satisfaisant aussi. Mais il faut savoir faire à manger, il faut savoir où aller chercher les produits. Il faut parfois prendre sa voiture pour aller acheter le pain chez tel producteur parce qu'on sait que c'est du pain au levain fait avec des farines de blé ancien. Et puis après, il faut aller chez le maraîcher bio parce que là, on sait que les produits sont pas très chers et qu'il est sur tel marché à tel moment. Et puis le fromage, on l'achète ailleurs, etc., etc. Donc en fait, ça demande une organisation. Aujourd'hui, manger bien et manger bon, tout le système, en fait, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour qu'on consomme beaucoup, donc en quantité et vite, et qu'on va dans le supermarché, on met tout dans le caddie, on paye, c'est très rapide, mais en fait, ce qu'on a dans le caddie à la fin, c'est pas forcément bon. Jocelyn Marie, est-ce que j'ose vous poser la question à vous, chef cuisinier? Mon Dieu, mangez bien et mangez bon. Bah oui, évidemment, hein, vous n'allez pas nous dire le contraire? Moi, je pense qu'on fait partie d'une chaîne de l'évolution, l'humanité a réussi à régler le problème de la quantité, comme disait Marc-André tout à l'heure, et qu'il faut aujourd'hui qu'on s'attaque à la problème de la qualité et du futur, de ce qu'on va laisser. Mais je suis sûr qu'on va y arriver. Et vous sortez bientôt un livre qui s'appelle « Des légumes et du goût ». Hein, ça va sortir là au mois d'octobre, justement? Oui, le 22. Ça a été repoussé plusieurs fois, mais là, c'est sûr, le 22 octobre. Donc ce sera l'illustration de la question qu'on se pose ce soir. Ce sera la réponse à la question de « Oui, mais moi, à la maison, je ne sais pas cuisiner. Qu'est-ce que je peux faire quand je n'ai pas le temps le soir ?» Bah, faut acheter le livre. Bon, ce sera une idée de cadeau de Noël. Allez, il est 22h01. On va passer. D'abord, on peut vous remercier, vous applaudir. Et puis nous allons passer à vos questions dans la salle. Alors monsieur, vous voulez commencer? On va vous passer un micro. On court vers vous avec un micro. Merci. Merci. Ça n'est peut-être pas pour une question pour aujourd'hui, mais peut-être pour demain. Est-ce qu'à vos menus, vous avez des insectes? Pas encore, mais je suis persuadé que certaines farines d'insectes, notamment, ça peut faire des gâteaux pas mal. Ouais. On n'a pas encore testé. Le gâteau à la farine de mouche, par exemple? Vous croyez que ce serait vendeur? Ou à la farine de moustique, ça pourrait pas permettre de... Il faudrait être très audacieux pour le mettre à la carte, en tout cas. Monsieur? C'est plus une réflexion qu'une question, mais restauration, il y a un double sens. D'une part, c'est alimenter, et d'autre part, c'est réparer. Donc, comment notre alimentation va nous réparer? Et l'autre pendant, c'est, j'ai entendu à plusieurs reprises de la part des uns et des autres qu'il fallait diversifier. La réponse, je n'ai pas de réponse, mais la réponse c'est finalement c'est la compétence de chacun. Il y a des cuisiniers, agronomes, vétérinaires, je suis médecin, j'ai travaillé avec Pierre la confrontation de la médecine et de la compétence en agronomie, c'est cette diversité et cette compétence reconnue par les uns et les autres qui peut-être nous donnera la réponse qui de toute façon sera une réponse évolutive parce qu'il n'y a pas de réponse absolue aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un commentaire là-dessus ou c'est juste un... Qui veut réagir?
J'évoquerai un travail qu'ont fait certains anthropologues qui ont introduit la notion de verticalisation du monde. En disant effectivement ce qui s'est passé sans doute au néolithique, c'était que les gens vivaient dans un monde dans lequel, qu'on peut appeler un monde plat, dans lequel les hommes entretenaient avec l'ensemble de ce qu'ils avaient autour d'eux, les montagnes, les sources, ce qui se passait dans le ciel, les autres animaux, des relations un peu d'égal à égal. Enfin, ils se sentaient effectivement membres d'un collectif qui habitait la planète. Et est apparue au néolithique cette idée qu'il fallait avoir une espèce d'échelle verticale dont le sommet était bien sûr les dieux, et donc on a fait cette espèce de vision verticale avec un haut et un bas. Et aujourd'hui, je trouve que quand on parle de diversité, il faut renouer avec cette vision beaucoup plus plate dans laquelle l'ensemble des êtres vivants, qu'ils soient humains ou pas humains, contribuent à cette diversité. Et je rajouterais en plus que c'est la diversité aussi des compétences des individus, mais c'est aussi la diversité de leurs associations et de leurs interactions. Au même titre que ce qui fait la qualité d'une équipe de foot, c'est pas uniquement la qualité des joueurs, c'est effectivement le fait qu'ils apprennent à jouer ensemble et que parfois il y a effectivement des choses merveilleuses qui peuvent sortir d'une bonne équipe. Et donc on a, je crois, une vision trop individualiste de la qualité des individus. Et renouer avec cette idée que l'intelligence collective, c'est effectivement le fait que parfois on est, à moins d'être un génie, on a un peu d'intelligence et autres, mais que c'est en interagissant avec des gens qui ont d'autres visions, d'autres compétences et autres, qu'on va faire émerger une véritable intelligence nouvelle. Je crois que c'est aussi un des messages de la diversité. Allez, une autre intervention. Le micro est à votre disposition. Monsieur, oui. Oui, bonsoir Philippe Raffin. Je voudrais, à vous entendre les uns les autres, il y a quand même bon, il y a une question et il y a une réponse que chacun a fait pendant le tour de table, mais il y a quand même plane une espèce de désespoir sur est-ce vraiment faisable. Et moi, je voudrais quand même saluer ici ce que Nicolas Chaban a fait, parce qu'il a apporté la preuve qu'on pouvait rompre une malédiction. La malédiction, c'était que les consommateurs étaient irresponsables et que finalement, tout devait se faire au-dessus d'eux, alors que ce soit les États, les organisations, que ce soit tout l'écosystème de l'agroalimentaire. Et c'est vrai que tous ces autres acteurs sont essentiels. C'est vrai que la réglementation est essentielle. C'est vrai que... mais le consommateur, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, 68 millions de petits remorqueurs peuvent aussi faire la différence à une condition, c'est qu'ils comprennent quelque chose. Et M. Vell l'a dit, il y a un problème de compréhension de ce pourquoi je serais prêt à payer plus pour la durabilité, parce que en fait, le récit qui est associé à ça, il n'existe pas encore. Et dans ce que C'est qui le patron a fait, et d'ailleurs qui a fait des émules, parce que dans la plupart des catégories où tu as lancé des produits, il y a eu des démarches un petit peu similaires qui sont apparues derrière, ce qui était la preuve en fait qu'on pouvait le faire. Tu as raconté une histoire. Vous avez raconté une histoire qui était facile à comprendre, qui était très liée d'abord à une appropriation de l'aventure humaine qui était à l'autre bout de la chaîne. Et à ce moment-là, je comprends pourquoi je mets quelques centimes de plus, parce que effectivement, pour la majorité quand même des gens, on parle de quelques euros par an ou de quelques centimes au moment de choisir un produit dans les rayons. Et moi, je pense qu'il y a quand même un levier de compréhension et de récit qui peut être articulé sur la durabilité. C'est le lien entre la durabilité, vous l'avez dit, la santé. Parce que c'est vrai que le carbone, par exemple, c'est très compliqué, très abstrait à comprendre pour les gens. La biodiversité, ça l'est quand même moins, c'est quand même plus tangible. Donc, moi, je ne sais pas ce que c'est que du carbone, d'ailleurs. Si vous pouvez m'expliquer, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, les vers de terre qui reviennent dans les sols vivants que l'agriculture de régénération produit, ça, je comprends déjà mieux. Si en plus, je comprends le lien entre ma santé et celle de ma famille
Et vous l'avez expliqué d'ailleurs dans plein d'interventions, le service rendu par la biodiversité, à ce moment-là, il y a un récit qui peut être fait au consommateur et qui peut l'amener à comprendre pourquoi ça vaut le coup, d'une manière sélective, de payer un peu plus le vrai prix d'une agriculture plus durable. Et moi, je pense que c'est une piste quand même peut-être d'espoir. Pardon, c'est pas vraiment une question, c'est un commentaire, mais j'y vois une piste d'espoir. Alors, Nicolas Chabannes pour répondre. Merci pour les encouragements, mais ils sont très collectifs. Non, je le redis, vraiment, pardonnez-moi, ça va faire 3 fois. Il ne faut pas se dire que c'est compliqué, fini, que d'autres décident pour nous et qu'on attendra la prochaine élection pour savoir si on peut changer les choses. On a beaucoup d'humilité dans l'initiative, on sait que c'est une partie de l'histoire. Mais en quelques années, avoir prouvé en tant que consommateur, pas d'agence de com, pas de commerciaux dans les magasins, pas de force de vente, pas de pub à la télé. C'est des gens qui se sont parlé et qui ont fait qu'à un moment donné, cette initiative qui n'a que des conséquences, je crois, positives. Le producteur vit, il est respecté, le bien-être animal est amélioré, l'impact environnemental est amélioré. Enfin, allez voir les cahiers des charges. On a créé plein de conséquences positives. Je crois que ça représente 35 € par an si vous achetez tous les produits en ayant des changements de vie incroyables auprès des producteurs. Eh bien, l'espoir clair, c'est que on est dans un système de fatalité depuis longtemps. Finalement, on se dit qui va nous amener à la solution? On n'attendait plus personne. En plus, c'est une révolution douce. On n'est pas dans la rue, on casse pas tout. On prend notre carte bancaire et on se renseigne un peu en transparence et on amène notre argent aux endroits qui mécaniquement, il n'y a pas des choses à construire, des entreprises, des buildings à reconstruire. Mécaniquement, l'impact de chaque achat fait bouger les lignes. Le lait a créé 20 démarches équitables. Le lait, c'est qui le patron, il y a eu un écho. Le prix du lait est remonté, les producteurs vivent mieux dans le lait, pas tous hélas, mais beaucoup. Et je finirai là-dessus, ne retenez pas ça comme un chiffre ou un podium, mais comme encore une fois beaucoup d'espoir. Nielsen nous a appelé en disant il y a un sacro-saint classement des 50 produits les plus vendus de France. Coca-Cola, Cristalline, Ricard. Cette année, la petite brique de lait, sans pub à la télé, sans commerciaux, est dans le classement. Ça veut dire qu'elle n'est pas là parce qu'elle est la moins chère et qu'elle est faite en Chine à bas prix et que forcément tout le monde l'achète. Elle est parmi les produits les plus vendus de France, pas parce qu'elle est la moins chère, parce qu'elle est solidaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres, monsieur? Oui, on va... Oui, je voulais savoir comment les personnes de la table ronde, et peut-être vous aussi, monsieur Vidal, voyez l'avenir dans la mesure où on assiste quand même d'une certaine manière à un grand détricotage de toutes les mesures qui ont été prises depuis la loi de 76, dit la loi sur la protection de la nature, où petit à petit on a créé un certain nombre de réglementations, de structures, etc., pour essayer de mieux préserver quand même l'environnement dont on est complètement tributaire. Je rappelais il n'y a pas longtemps à Marc-André cette citation de Spinoza qui dit que l'humanité n'est pas dans la nature comme un empire dans un autre, elle est ni au-dessus ni à côté mais au-dedans. Et ce détricotage, on le voit bien, le Conservatoire du littoral qui a fait ses preuves serre les fesses en ce moment, les parcs nationaux pareil, l'Office national pour la biodiversité également. Enfin, on voit que toutes les structures qui ont été mises en place, les réglementations qui ont été mises en place, aujourd'hui sont très très fragilisées. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Oui, peut-être pour dire qu'en effet, moi je pense que l'entrée par la santé, c'est une entrée assez puissante. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est vrai que quand on voit qu'on essaie de rentrer par la biodiversité, on a du détricotage parce qu'il n'y a pas encore cette compréhension que la biodiversité, en fait, c'est la base d'un certain nombre de choses, dont la santé, dont la production agricole, dont la qualité de l'eau. Et donc, je pense que c'est à la fois au message scientifique d'être plus percutant, d'être mieux porté peut-être, d'être mieux vulgarisé pour pouvoir faire comprendre à un certain nombre de personnes ce genre de choses. Mais que, heureusement ou malheureusement, on va avoir en fait les conséquences de ces décisions qui vont arriver. Et je pense qu'il y aura forcément des revirements
On a vu, il y a des hauts et des bas. Là, c'est vrai que c'est quand même assez bas. Mais je pense que voilà, la réglementation, elle est aussi capable d'évoluer dans l'autre sens. Donc moi, j'espère quand même franchement qu'à un moment, il va y avoir une prise de conscience et que ce genre de choses va cesser. Non pas parce qu'il y aura une grosse crise et qu'on se dira il faut qu'enfin qu'on prenne des mesures, mais parce que l'intelligence collective va se mettre en marche. Oui, sur le constat, effectivement, on vit une période un peu difficile, mais les faits sont têtus, c'est-à-dire le fait que les dérèglements climatiques, l'érosion de la biodiversité sont des menaces pour l'ensemble des gens qui vont vivre sur la planète dans les décennies qui viennent. C'est de notre responsabilité de continuer à le dire. Le défi pour nous, c'est effectivement de se dire, est-ce qu'il faut le dire autrement, développer d'autres arguments, le faire de manière plus collective. Les gens qui travaillent sur la santé, ils ont souvent, moi je me rappelle ce message en disant, il faut avoir un seul message et le marteler pendant 2 ans pour avoir une chance d'influencer l'opinion publique. Donc les gens qui sont dans l'éducation pour la santé, alors nous, peut-être qu'on se dispersait un peu trop sur la diversité des messages et qu'il faut effectivement qu'on soit, très honnêtement, si on compare les grandes organisations du monde du travail et puis les organisations environnementales, on est à une bande de villages gaulois. Hein. Donc déjà se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas jouer un peu plus collectif, élaborer ensemble des messages que l'on veut marteler, discuter ensemble de comment on va les relayer. On est devant un nouveau défi, mais il faut le relever parce qu'effectivement, si ce n'est pas nous qui continuons... Alors, vous vous rappelez peut-être de ce dialogue entre le PDG de Total et Jean Jouzel, qui est un climatologue du GIEC, dans lequel le PDG de Total avait dit « Oui, mais nous sommes dans la vraie vie ». Et Jean Jouzel, hélas, n'a pas répondu que c'était lui qui était dans la vraie vie. Autrement dit, que ce qui va se passer et ce qui va concerner aussi bien le PDG de Total que des tas d'autres gens, c'est ce qu'on est en train de dire. Et qu'au contraire, c'est un certain nombre de gens qui aujourd'hui sont en train de se ratatiner à des horizons de court terme et de localisme qui fait qu'ils sont en train de sortir de la vraie vie. Donc le fait de dire maintenant c'est nous qui incarnons ce que sera la vraie vie de demain et les enjeux qu'il faut affronter, mais c'est un vrai défi, je te l'accorde. Hein. Allez, oui, rapidement. Pour rebondir sur les messages sur la biodiversité, en fait, nous, justement, on a une action qui va être mise en œuvre avec Alain Bougrain-Dubourg, qui est notre président de notre conseil d'orientation stratégique, sur les 10 messages positifs qui lient la biodiversité et les humains. Donc, on va y travailler avec notre conseil scientifique, notre comité d'orientation stratégique. Et donc, normalement, vous aurez une partie des messages qui sortira en janvier et tout le courant de l'année 2026. Une question, oui. Oui, excusez-moi, c'est pas très rigolo ce que je vais dire, mais je me pose la question, moi, de toute la part des productions agricoles qui sont importées de pays qui produisent avec des normes différentes. On a parlé de l'acétamipride sur la noisette, par exemple, et je crois savoir que 80% des noisettes utilisées en France sont produites en Turquie, qui autorise l'acétamipride. En ce moment, il y a une pétition qui circule, qui s'adresse à Ferrero Nutella, ils ont leur siège tout près d'ici. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, personnellement, j'achète bio quand je peux, local de préférence, de saison, je cuisine, etc. J'ai des petits-enfants, ils aiment bien le Nutella, j'achète jamais le Nutella, j'achète à la boutique bio des choses produites localement qui coûtent beaucoup plus cher. Moi, je peux le faire, je le fais, mais... Voilà, je me pose cette question-là dans des stratégies pour l'alimentation de demain. Qu'est-ce qu'on fait de cette question-là, de l'énorme quantité de produits importés et qui sont produits avec des normes très différentes? Très rapidement, vous faites ce qu'il faut. Voilà, c'est-à-dire qu'il peut y avoir tous les décrets politiques du monde qui nous amènent beaucoup d'importations dans les rayons. Si on n'achète pas le produit, on annule toute forme de décret et de dispositions absurdes qui seraient prises contre le bon sens. Donc il y a énormément de produits, évidemment, où il y a une tolérance, mais c'est terrible pour les producteurs, pour parler avec eux, c'est dramatique. On tolère des produits interdits
On a fait un post récemment qui arrive de l'extérieur. Mais là, on a un rôle clé. Parce que si ces produits se vendent pas, ou plus, ou bien moins, C'est ce que disait ça va changer. Coluche, quand on pense qu'il suffirait que les gens ne l'achètent pas pour que ça ne se vende plus. Et voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, on était dans un système de fatalité. On vient de se dire, vous le dites, à 3-4, et là on est quand même nous 15 millions à avoir fait ces choix. Franchement, hein, ça peut aller très très vite. Hein. Si on fait monter les produits vertueux et qu'on fait baisser les produits qui n'ont pas de sens, il n'y a pas une loi dans le monde qui sera plus forte que le choix final de ceux qui consomment. Autre intervention, oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. La notion de boycott est intéressante, c'est une vraie arme. Je pense, par exemple, aujourd'hui, nous étions dans un restaurant où on m'a proposé comme dessert une pomme qui venait de Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si vous imaginez. En Normandie, manger des pommes de Nouvelle-Zélande. Quel boycott! Ce matin, sur le marché, il y avait des mangues. Elles venaient d'Israël. Vous ne croyez pas qu'on peut boycotter aussi ce genre de produit? Je pense que ça mérite. Mais sur ce que vous avez raconté, plusieurs d'entre vous à la table, on a des échos, nous, en Seine-Maritime. Les betteraves, c'est une partie de la production agricole de Seine-Maritime. Et le député local, qui est du Front National, il ne faut pas chercher bien loin, n'a aucun état d'âme quant à la loi Duplon pour qu'on remette des néocotinoïdes dans la nature. Il y a quand même, on se trouve dans une situation où il y a des gens qui semblent bien loin de ce que nous avons discuté ce soir. Il y a vraiment il y a vraiment quelque chose qui cloche, qu'on n'arrive pas à casser cette espèce de plafond de verre qui fait que certains décident pour nous de choses qui vont nous mener à la catastrophe. Ben, le pouvoir citoyen est important, parce que sur la loi du plomb, il y a quand même eu des effets sur l'acétamipride. Donc, Pierre Veil. C'est mon tout dernier mot, dernier espoir. Il y a quelque chose qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, la murmuration dans le monde animal. Pardon, on en parle souvent, mais on avait du mal à expliquer ce qui s'était passé pour l'aventure. La murmuration, c'est les immenses vols des tourneaux notamment, mais c'est valable pour les bancs de poissons. Vous avez ces volutes de milliers d'individus qui tournent dans des figures absolument parfaites. Les scientifiques ont étudié et effectivement, il n'y a pas un leader, il n'y a pas un oiseau qui crée cette impulsion sur le groupe. Il y a une intelligence collective qui s'empare du groupe et qui lui fait faire, cette intelligence collective, ce qu'aucun individu n'aurait pu faire à ce groupe tout entier. Donc quand on se met dans un système d'intelligence collective et de partage, il y a un petit supplément d'âme qui compense des zones de fragilité imaginées au départ. Pierre Veil, pour répondre à monsieur peut-être. Oui, c'est pas vraiment une réponse parce que j'écoute tout ça et je suis content d'être avec des gens qui font des choses. Il y a eu un temps pour les lanceurs d'alerte, les messages sont quand même passés, les gens savent, ils ont une inquiétude par rapport à tout ça. Maintenant, il faut construire, il faut des initiatives. Moi, je raconte souvent, pourquoi tu souris alors qu'il y a plein. Je souris quand je parle d'alimentation parce que quand je raconte les 3 ou 4 dernières décennies que j'ai vécues, ça n'a jamais été simple au quotidien. Ça n'a jamais été simple du tout. Il a fallu se battre avec tout le monde parce qu'on passait... On n'était pas dans... Bref, on était fâchés un peu avec tout le monde. C'était compliqué. Il fallait changer les habitudes. Les aspects logistiques que j'évoquais tout à l'heure, on ne peut pas savoir à quel point c'est compliqué. C'est toujours compliqué. Et avec les politiques, et avec les distributeurs, et avec les producteurs, et avec les COP et tout. Mais je souris parce qu'on a réussi à faire des choses. Et ça, c'est je ne connaissais pas le mot murmuration, mais c'est la force du collectif. Tout à l'heure, je pense que c'est important le message que j'ai essayé de passer. Pour des enjeux qui sont des enjeux collectifs, il faut une gouvernance collective. Et la gouvernance collective, elle a produit ses effets. Aujourd'hui, quand on cumule, on a fêté les 25 ans de Bleu Blanc Cœur, là, puis j'ai vu que la présidente a fait un post en disant les milliers d'hectares de luzerne, de lin, etc., qui ont été mis en place pour ça, les milliers de tonnes de CO2,
pas milliers, mais centaines de tonnes de pesticides qui n'ont pas été épandus, etc. Il faut qu'il y ait une échelle, il faut qu'il y ait une initiative, et cette initiative, et je suis content d'être là avec Nicolas aussi, parce que nous, c'est une initiative qui est partie côté producteur. On s'est rencontrés, hein, on se connaît. Si on se met ensemble, si on fait des choses ensemble avec cette force des initiatives collectives, on arrive à changer les choses. C'est un message qui est peut-être bébête, mais qui est ancré en moi. Il faut sourire parce qu'on a réussi à faire des choses, et c'est quand même des preuves de concept qui sont très sympas. Peut-être pour dire aussi un mot là-dessus, moi je pense qu'en effet, il y a peut-être des choses qui se passent mal et dont on regrette qu'elles se passent au niveau national et finalement plus haut, mais il faut aussi regarder tout ce qui se passe bien sur les territoires. Il y a énormément d'initiatives. Que ce soit des initiatives citoyennes, locales, des producteurs qui s'organisent, ou même des industriels qui font des choses très bien, des collectivités. On a eu quelques exemples aujourd'hui où il y a vraiment des choses extraordinaires qui se passent en local. Je pense que c'est vraiment ce sur quoi il faut se baser pour construire le futur demain. Et je dirais aussi, il y a autre chose aussi qui se passe, c'est toute cette facilité maintenant qu'on a de transférer la connaissance, en fait, à la fois la connaissance des producteurs, des consommateurs et la connaissance scientifique, et que ça circule, en fait. Et des instances comme celle-ci, ça permet de faire circuler la connaissance entre des gens qui viennent de disciplines différentes, qui ont des métiers différents. Et donc moi je pense que ça c'est vraiment porteur d'espoir, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui se passe quand même, les gens réagissent. Regardez la pétition contre la loi du plomb, il y a quand même eu, enfin c'est un peu historique quand même, ce nombre de signatures contre une loi où on pensait que les gens étaient passifs. Pas du tout, ils ne sont pas passifs quand il s'agit de leur santé, de la biodiversité, de leur avenir, de celui de leurs enfants. En fait les gens ils sont capables de s'engager, on l'a vu pour toutes les initiatives ici présentées. Donc moi je pense que oui, il y a des épiphénomènes au niveau national et avec un certain nombre de gens, dont les scientifiques, d'ailleurs en 2019, ils l'avaient dit déjà, hein, les scientifiques de l'IPBES, ils avaient dit la biodiversité est en train de s'effondrer et ça pose d'énormes problèmes aux sociétés humaines parce qu'il y a plein de choses qui se cassent la figure. Il faut un changement transformateur et attention, il y aura des gagnants et des perdants, et les perdants qui sont les gagnants d'aujourd'hui, en fait, qui seront les perdants demain, ils le savent, en fait, ils sont pas naïfs, hein, et donc ils se défendent, donc ils font ce genre de choses, c'est un peu leur chant du cygne, enfin j'espère. Il faut terminer avec une note aussi positive, hein, parce qu'il faut terminer sur ce souffle. Hein. Oui, un autre élément quand même positif, vous savez, le philosophe Bruno Latour, qui nous a quittés il y a quelques années, disait « il faut apprendre à atterrir ». C'est-à-dire à se réinsérer dans la réalité, dans des territoires et autres. Et on voit bien que par rapport effectivement à des échelles de mondialisation qui rendent les gens un peu fous, il y a une recherche quand même de retrouver des racines, de retrouver des territoires, de retrouver des liens avec des lieux. Et ça, c'est quand même positif. Quand on voit, par exemple, les programmes de l'Office français de la biodiversité, territoires engagés pour la nature, quand on voit les programmes territoriaux alimentaires, etc., on voit bien quand même que les gens ont envie de reconstruire des projets locaux, des projets territoriaux portant sur l'alimentation, portant sur l'environnement. Et ça, c'est dynamique. Alors, il ne faut pas effectivement... Il faut penser aussi commerce équitable. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas effectivement d'avoir trop l'esprit de clocher, mais le fait de voir des gens qui veulent reconstruire une vie à l'échelle de territoire, on peut citer ce que font aussi les parcs naturels régionaux. Il y a quand même toute une série de gens qui œuvrent pour reconstruire des territoires à visage humain. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est une dynamique positive. Eh bien, on va terminer sur cet élan, sur ce souffle, sur ces espoirs, en vous remerciant et en vous applaudissant. Merci beaucoup.